Cette histoire nous vient de Selena, qui va nous partager quelque chose de terrifiant qui lui est arrivé. C'était quand elle avait environ 8 ans, et elle se souvient encore très bien de cette nuit-là. Ses parents devaient partir hors de la ville pour un mariage, et il était environ 19 heures. Avant de partir, ses parents lui ont dit de bien verrouiller la porte et de ne l'ouvrir à personne. Ils lui ont aussi précisé qu'il serait de retour vers 23 heures ou minuit, et qu'elle devait être couchée à leur retour. Après leur avoir dit au revoir, Selena a verrouillé la porte. Ensuite, elle est allée jouer dans sa chambre avec ses jouets. Tout se passait normalement, jusqu'à ce qu'elle ressente cette sensation étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle a haussé les épaules, pensant que ce n'était rien. 2 heures plus tard, elle a voulu s'occuper en cuisinant un peu. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à sortir des choses du réfrigérateur. Des oignons, des concombres, des tomates. Mais cette sensation est revenue. Encore une fois, elle a fait semblant de rien, sans trop y penser. À l'époque, Selena était une enfant très courageuse. C'est d'ailleurs pour cela que ses parents l'avaient laissée seule. Elle a commencé à couper et à préparer les légumes qui lui passaient sous la main, et une demi-heure est passée comme ça. Pendant qu'elle coupait, elle a eu l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil. Elle s'est retournée, et là, elle a vu une créature grise, aux yeux sombres, chauve, grande, effrayante. Ça ne ressemblait absolument pas à un être humain. La créature l'a regardée, puis elle a disparu. Selena est restée complètement figée, incapable de bouger ou même de trembler, totalement vide. Après quelques minutes, elle a nettoyé la cuisine et elle a commencé à inspecter la maison. À 8 ans, elle ne réfléchissait pas vraiment à ce que cela pouvait être. Puis elle a regardé l'heure. Il était 22 heures passées. Elle a mis son pyjama, et s'est brossé les dents, et s'est préparée à aller dormir. Elle s'est endormie rapidement. Quelques heures plus tard, elle a de nouveau ressenti cette présence qui l'a fixée. Elle a ouvert les yeux, elle s'est levée, et soudain, son épaule a été comme écrasée, comme si quelque chose appuyait dessus. Elle a d'abord pensé à une sorte de crampe. Mais pourquoi une crampe là? En regardant vers la porte de sa chambre, elle l'a vue. La créature était là. Ils se sont regardés en silence pendant de longues minutes. Selena s'était de nouveau figée. Puis elle a hurlé de toutes ses forces et a éclaté en sanglots. Au même moment, ses parents sont enfin rentrés. Son père a accouru dans sa chambre en lui demandant ce qui se passait. Elle a pointé la chose du doigt, mais il n'a rien vu. Car, comme la première fois, la créature avait disparu. Depuis cette nuit-là, Selena ne l'a plus jamais revue. Elle espère que cette chose ne reviendra jamais. Car si ses parents n'étaient pas rentrés à temps cette nuit-là, que lui serait-il arrivé? Il y a 3 ans, un ami de Lucas, prénommé Thomas, lui a demandé de l'accompagner dans une maison abandonnée. Cette maison était célèbre dans leur quartier comme étant hantée. Tous ceux qui y entraient en ressortaient blessés ou fous. Lucas avait juré qu'il n'y mettrait jamais les pieds, mais Thomas lui a promis de le présenter à une jolie fille s'il acceptait, et Lucas n'a pas su refuser. Ils sont donc entrés dans la maison abandonnée, et dès qu'ils ont franchi le seuil, ils sont tombés sur un grand portrait de famille. Les personnes représentées montraient leurs dents comme des animaux, et du sang coulait autour de leur bouche. Frissonnant face à cette étrangeté, Lucas a continué à avancer, éclairant autour de lui avec sa lampe torche. Soudain, un bruit de vaisselle entrechoquée est venu de la cuisine. Surpris, Lucas a dirigé son faisceau lumineux dans cette direction, mais il n'y avait personne. Des assiettes, des fourchettes et des couteaux étaient pourtant soigneusement disposés sur la table. En s'approchant, Lucas a vu qu'il y avait des os dans les assiettes. On aurait dit un crâne humain éclaté en plusieurs morceaux. Il a poussé un cri et a couru vers Thomas pour lui dire de sortir immédiatement. Mais Thomas a répondu « Puisqu'on est là, je devrais au moins taper dans la main du fantôme avant de partir. Allez, montons au 2e étage. » Peu importe combien Lucas a insisté pour partir, Thomas n'a rien voulu entendre. Ils sont montés au 2e étage, où de nombreux tableaux étaient également accrochés. Il semblait s'agir de portraits des ancêtres de la famille, et leurs visages étaient déformés et effrayants. Ils avaient la peau rouge, des pupilles minuscules comme des poings, et des ongles d'une longueur inquiétante. Lucas est entré dans la première pièce, et à peine a-t-il ouvert la porte qu'une silhouette sombre a hurlé depuis l'intérieur. Ça a l'air délicieux. Puis une forme squelettique de femme s'est traînée vers lui. Paniqué, Lucas a reculé d'un pas. L'air froid et sanglant l'a frappé de plein fouet, et la femme a disparu. Il a cru halluciner à cause de la peur extrême, et tout son corps s'est mis à trembler. C'est alors que ça s'est produit. Il a entendu Thomas crier dans une autre pièce, et s'est précipité pour le rejoindre. Mais en essayant d'ouvrir la porte d'où venaient les cris,
il s'est rendu compte qu'elle était verrouillée. Il a hurlé à Thomas d'ouvrir et a frénétiquement tourné la poignée, criant sans s'arrêter. Mais de l'intérieur, il n'entendait que des gémissements, des bruits de vaisselle et des éclats de rire. Lucas a donné des coups d'épaule contre la porte, en vain. Cherchant autour de lui une clé, il n'a rien trouvé. C'est à ce moment-là qu'il a entendu Thomas murmurer quelque chose. En collant son oreille contre la porte, Lucas a pu distinguer « Je suis extatique ». Il a frappé la porte de toutes ses forces pendant un moment, sans succès, puis a fini par appeler la police. Même s'il devait être puni, il devait d'abord sauver Thomas. Un peu plus tard, les policiers sont arrivés. Furieux, ils lui ont reproché d'être entré dans une maison où des dizaines de personnes étaient mortes. Ils ont fait sauter la poignée et se sont engouffrés à l'intérieur. Quand la porte s'est finalement ouverte, Lucas a été choqué par ce qu'il a vu. Thomas était allongé sur une grande table, en sous-vêtements, plusieurs fourchettes plantées dans le ventre. Autour de lui, des assiettes remplies d'un liquide noir étaient posées. Thomas murmurait inlassablement la même phrase. « Bon appétit, bon appétit !» Tout le monde a hurlé, mais Thomas continuait de bredouiller. « Prenez aussi ça !» Il a saisi un couteau et a tenté de se poignarder à nouveau. Les policiers se sont précipités pour le désarmer, mais il a brandi l'arme contre eux, en criant qu'il ne leur donnerait pas sa chair. Les forces de l'ordre ont difficilement réussi à le maîtriser et l'ont transporté en ambulance. À peine est-il sorti de la maison sur une civière, qu'il s'est mis à hurler de douleur avant de perdre connaissance. Il a dû se faire opérer à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Lucas lui a rendu visite. Thomas ne l'a même pas regardé, il fixait simplement le plafond avec un sourire. Il a dit « Oh, cette nuit-là a été la plus belle nuit de ma vie. Quand je suis entrée dans la pièce, la famille était émaciée par la faim. Mais ils étaient si magnifiques que j'ai décidé de satisfaire leur appétit. Je me suis allongée sur la table, et ils ont commencé à manger ma chair. Les voir heureux m'a comblé d'un bonheur incommensurable. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir nourrir des êtres aussi nobles. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris. La raison pour laquelle je suis allée là-bas, c'était pour eux. » Des larmes de sang ont coulé de ses yeux. Puis soudain, il a fusillé Lucas du regard et a crié « Pourquoi es-tu entré pendant le repas? S'ils n'avaient pas été interrompus, ils auraient pu me dévorer entièrement. Ramène-moi là-bas, ils m'attendent. » Il l'a saisi par le col en le suppliant, jusqu'à ce que les infirmiers et un médecin accourent pour l'immobiliser. Lucas, sous le choc, a quitté sa chambre d'hôpital, incapable de dire un mot. Thomas n'était plus le même. Lucas a fondu en larmes, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Les jours suivants, il n'a pas eu le courage de recontacter Thomas. Puis, après quelque temps, il a appris ce qui s'était passé. Thomas avait tenté de s'arracher l'estomac à main nue, convaincu qu'il devait nourrir la famille de la maison abandonnée. Il a finalement été interné dans un hôpital psychiatrique. Pendant son séjour, Thomas a dessiné les visages de la famille. Ils étaient squelettiques, avec des dents et des ongles démesurément longs, ressemblant davantage à des monstres qu'à des êtres humains. Lucas ne savait toujours pas ce que Thomas avait réellement vu cette nuit-là. Il espérait seulement qu'un jour, Thomas pourrait redevenir tel qu'il était avant. Ali vit au Soudan. Ça fait longtemps qu'il veut partager cette histoire. Il est le deuxième d'une fratrie. Sa sœur, l'aînée, a 18 ans, et lui en a 17. Ce qu'il raconte s'est passé lorsqu'il avait 11 ans. À l'époque, sa famille menait une vie tout à fait normale. Sa mère était enceinte, et après 9 longs mois, elle a finalement donné naissance à sa petite sœur. Ali s'est précipitée à l'hôpital pour la voir. Elle était minuscule, fragile et absolument adorable. Son père, malheureusement, ne pouvait pas être présent parce qu'il travaillait à l'étranger, mais Ali l'a appelé en visio pour qu'il puisse voir le bébé. Il se souvient encore des larmes de joie dans les yeux de son père à la seconde où il l'a vu. Une fois que sa mère a reçu les soins nécessaires et qu'il est rentré à la maison, les voisins se sont rassemblés devant chez eux pour la féliciter. Son oncle, le frère de sa mère, logeait chez eux pour leur prêter main forte. En plein milieu de cette petite célébration, une vieille dame s'est approchée de sa mère pour la féliciter à son tour. Sa mère a semblé surprise sur le moment, puis elle lui a souri en la remerciant, sans y accorder plus d'importance. Cette nuit-là, après une journée bien remplie, toute la famille a dîné puis s'est couchée vers 22h. Mais à 3h du matin, Ali s'est réveillé parce qu'il avait besoin d'aller aux toilettes. En traversant le couloir, il a remarqué une silhouette mouvante dans la chambre de sa mère. Sur le moment, il n'a pas trop réagi. Il a pensé que c'était son oncle qui venait vérifier que tout allait bien. Mais en ressortant des toilettes, il a vu quelque chose qui lui a glacé le sang. Son oncle était en train de lutter avec quelqu'un au sol.
Ali, figé sur place, a vu son oncle projeter l'homme à terre et le rouer de coups, puis s'est tourné vers lui et a crié de retourner immédiatement dans sa chambre, et de ne surtout pas en sortir. Quelques minutes plus tard, des sirènes de police ont retenti dehors. Ali entendait son oncle parler aux agents, mais il ne comprenait pas ce qu'il disait. Finalement, la police est repartie, et son oncle leur a dit de retourner dormir. Mais comment aurait-il pu? Le lendemain matin, Ali lui a posé la question. La réponse de son oncle lui a glacé le sang. Il lui a expliqué que, pendant qu'il allait chercher un verre d'eau dans la cuisine, il a vu un homme dans la maison. Un inconnu qui tenait la petite sœur d'Ali dans ses bras. L'homme essayait de l'enlever. Pris de panique, son oncle s'est jeté sur lui et lui a arraché le bébé des bras. Le kidnappeur s'est jeté sur lui à son tour, et une bagarre a éclaté. C'est exactement à ce moment-là qu'Ali est sortie de la salle de bain. Quelques heures plus tard, on a frappé à la porte. Cette fois, c'était la police. L'oncle d'Ali a ouvert, un peu confus. Mais quand l'agent s'est mis à parler, il s'est figé. L'homme qui s'est introduit chez eux n'était pas un simple cambrioleur. Il avait été payé pour enlever le bébé. Choqué, l'oncle a demandé qui serait capable de faire une chose pareille. L'agent a hésité, puis a fini par dire « C'est la vieille dame qui a félicité votre mère hier. Elle a déjà enlevé et vendu 4 nouveau-nés à des inconnus avant la naissance de la sœur d'Ali. » La police l'a arrêté et les son complice. Tous deux ont été condamnés à la prison à vie. Mais qu'est-ce qui se serait passé si son oncle n'était pas sorti boire un verre d'eau cette nuit-là? Ali remercie Dieu chaque jour d'avoir protégé sa petite sœur. Aujourd'hui, il a 17 ans et elle en a 6. Leur père, lui, ne sait toujours rien de ce qui s'est passé cette nuit-là. Mila a aujourd'hui 30 ans, mais ce qu'elle raconte s'est passé alors qu'elle en avait environ 24. À cette époque, ses parents ont décidé d'emménager dans une maison toute neuve. C'était la première d'une rangée de plusieurs maisons, suivie par un ensemble d'environ 4 autres. Tout au bout de cette rangée, un grand espace vide occupait le terrain, avec une pente abrupte. Rien n'y avait été construit à part quelques places de parking supplémentaires. Ce détail allait prendre tout son sens plus tard. Un an après, ses parents se sont séparés, et sa mère est partie vivre ailleurs. Il ne restait donc que son père, son frère qui terminait sa dernière année d'université, et elle. Mila, elle, avait déjà obtenu son diplôme, et passait donc plus de temps à la maison. Comme son père et son frère devaient se lever tôt pour le travail et les cours, elle avait souvent l'habitude de rester debout plus tard qu'eux. Un soir, vers 2 heures du matin, elle est descendue à la cuisine pour se servir un verre d'eau. Pour ne réveiller personne, elle a préféré utiliser la lumière de son téléphone plutôt que d'allumer les lampes. À part cette faible lueur, la maison était complètement plongée dans le noir. Elle savait que son père et son frère dormaient tous les deux profondément. Pourtant, alors qu'elle atteignait le premier palier de l'escalier, elle a entendu quelqu'un courir, de la cuisine jusqu'au salon. Le bruit était fort, et le parquet résonnait au moindre pas. Prise de panique, elle a dévalé le reste des marches et a allumé toutes les lumières. Mais une fois dans la pièce, il n'y avait plus personne. Mila, un peu confuse, n'a pas insisté. Elle a pris son verre d'eau et est remontée se coucher. Mais ce n'était que le début. 1 ou 2 mois plus tard, elle s'est retrouvée seule à la maison. Elle avait passé la journée à lire et à regarder des vidéos, jusqu'à ce qu'elle remarque qu'il commençait à se faire tard. Vers 18 heures, elle a envoyé un message à son père et à son frère pour leur demander à quelle heure ils rentreraient. Tous les deux ont répondu qu'ils finiraient tard ce soir-là. Elle a soupiré, puis a continué à regarder des vidéos YouTube, allongée dans son lit. Soudain, son lit s'est mis à trembler violemment. Ce n'était pas un tremblement de terre. Ni sa commode, ni sa bibliothèque n'avaient bougé. Il vivait près d'une base militaire qui faisait parfois des essais d'armement, mais même ça n'aurait pas pu provoquer une secousse aussi brutale. En général, on entendait juste les bruits, sans plus. Le lit de Mila reposait sur des lattes en bois, et il lui était déjà arrivé qu'une latte tombe. Mais quand cela se produisait, on ne sentait le choc que si on était assis sur le matelas. Là, c'était complètement différent. Le lit tremblait de façon visible, et n'importe qui dans la pièce aurait pu le constater. Terrifiée, elle a immédiatement appelé son petit ami, complètement paniquée. À ce jour, elle n'a toujours aucune explication à ce qui s'était passé cette nuit-là. Le dernier événement étrange est survenu peu de temps avant son déménagement, très tôt un matin. Mila travaillait dans un café, et elle devait partir à 5 heures pour ouvrir à 5h30. À ce moment-là, sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs avaient emménagé chez eux, ce qui rendait le stationnement difficile. Elle avait dû garer sa voiture dans l'espace de débordement, près du terrain vide avec la colline abrupte et les buissons envahissants. Alors qu'elle marchait vers sa voiture et longeait cette zone, elle a soudain entendu quelqu'un l'appeler par son prénom, distinctement, comme si la voix venait juste à côté d'elle. Elle s'est arrêtée et a tourné la tête vers la gauche, mais il n'y avait rien.
juste une obscurité totale. Paniquée, elle a couru jusqu'à sa voiture et a verrouillé les portes dès qu'elle est montée à l'intérieur. Croyez-la ou non, mais Mila est convaincue que cette maison est hantée. Son père y vit toujours, mais selon lui, il n'a jamais vécu d'expérience comme les siennes. Nassim était en classe de 5e quand cet événement s'est produit. Il jouait avec ses amis pendant le cours de PS lorsque, tout à coup, leur professeur leur a ordonné de courir jusqu'au vestiaire à cause d'un code rouge, ce qui signifiait une vraie alerte. Tous ses amis se sont mis à courir. Il faut préciser qu'à ce moment-là, Nassim avait une entorse à la jambe, ce qui l'empêchait de courir correctement. Pour lui, rejoindre les vestiaires a été vraiment difficile. Une fois enfermé dans le vestiaire, plusieurs élèves se sont demandé si c'était une vraie alerte ou non. Nassim, de son côté, avait pensé à une mauvaise blague, surtout que ce jour-là, c'était le 1er avril. Certains de ses camarades se sont même mis à faire les malins, en plaisantant sur le fait qu'ils allaient cogner les tireurs. Après environ une demi-heure, la direction a annoncé par haut-parleur que le code rouge était devenu un code jaune, ce qui voulait dire que tout le monde devait rester dans les salles sans en sortir. Et pour une raison que Nassim n'a jamais comprise, leur professeur de PS a estimé que ce changement signifiait qu'ils pouvaient retourner dehors. Nassim a été choqué. Leur prof pensait vraiment que c'était une bonne idée de les faire sortir alors qu'un confinement était encore en cours. Il ne comprenait pas ce qui lui passait par la tête. Il aurait pu mettre tous les élèves de 5e en danger. Un code jaune signifie qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de l'école, donc ce n'est clairement pas le moment d'aller dehors. Avec du recul, Nassim s'est dit que ce prof-là était surtout très fainéant. Il ne parlait presque jamais aux élèves, et ressemblait davantage à un remplaçant désintéressé qu'à un vrai prof. Bref, tous les camarades de Nassim l'ont suivi dehors. Mais lui, il a eu un mauvais pressentiment. Il a préféré rester dans le vestiaire. Un ami lui a demandé pourquoi il restait, mais Nassim n'a pas voulu répondre. Il est resté tout seul, un peu nerveux, mais heureusement, il avait son téléphone pour passer le temps. 1 heure plus tard, la classe est revenue, et personne n'a remarqué qu'il était resté à l'intérieur. En se rendant à son cours suivant, il a enfin compris ce qui s'était passé pendant l'alerte. Quelqu'un avait poignardé, et peut-être même tué, une personne dans la station-service située juste à côté de leur école. Pendant le code jaune, alors que tout le monde était ressorti, l'agresseur avait tenté de se diriger vers l'école et avait failli escalader la clôture. Quand les élèves l'ont vu, ils se sont tous mis à courir vers le bâtiment. Heureusement, il n'a pas réussi à entrer dans l'école. Nassim n'arrivait pas à croire que tout ça s'était vraiment produit, et un 1er avril en plus. Cela remonte à 2 ans, et aujourd'hui il est en seconde, mais il se demande parfois ce qui aurait pu arriver s'il avait suivi le reste de sa classe dehors. Si l'agresseur avait réussi à franchir la barrière, il aurait facilement pu l'attraper en premier, étant donné que sa jambe le faisait encore souffrir à ce moment-là. Il ne doit sa sécurité qu'à lui-même, et au bon réflexe d'être resté là où c'était sûr, dans les vestiaires. Paro est indien, et il a aujourd'hui 24 ans. Il vit à Kerala, dans le sud de l'Inde. Il affirme ne jamais avoir cru aux phénomènes paranormaux, jusqu'à ce que ça lui arrive. Il a raconté cette histoire à sa famille, à ses amis, mais personne ne l'a cru. Alors aujourd'hui, il a décidé de la partager avec nous. À l'âge de 14 ans, après ses examens de fin d'année, il est parti passer ses vacances chez la sœur de sa mère. Elle habitait dans une ferme. Son oncle était agriculteur et possédait des chèvres, des vaches, des poules, des chiens et des chats. Sa tante vivait dans une grande maison comportant 4 chambres. Paro a choisi la plus grande, une ancienne pièce qui appartenait au père de son oncle, décédé 4 ans auparavant. C'était l'une des plus belles chambres, avec une pièce attenante. Une nuit, alors qu'il dormait, Paro s'est réveillé pour aller aux toilettes. Il y avait une fenêtre dans la salle de bain, et en regardant dehors, il a aperçu ce qui ressemblait à une tête de chèvre. Il a cru se tromper, alors il est retourné se coucher. Mais il s'est senti anxieux sans raison, incapable de retrouver le sommeil. Il s'est mis à fixer la porte de la salle de bain, et il a aperçu une ombre. Comme il a cru à une simple hallucination, il a fini par se rendormir. Le soir suivant, il a eu encore plus de mal à dormir. Lorsqu'il s'est enfin assoupi, il a subi un épisode de paralysie du sommeil. Il a vu une silhouette. Il n'a pas réussi à l'identifier, mais ses yeux étaient rouges. Elle l'a observé pendant quelques minutes, puis elle lui a touché le nez. Dès que la silhouette l'a touché, il a ressenti une douleur vive. Il a pleuré et a tenté de se réveiller, et la silhouette a disparu. Il ne se souvient pas de ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain matin, il a cru avoir fait un cauchemar,
alors il n'y a pas prêté attention. Mais quand il s'est brossé les dents devant le miroir, il a vu une plaie sur son nez. En la touchant, la douleur s'est réveillée, exactement au même endroit où la silhouette l'avait touché. Pris de panique, il s'est précipité pour en parler à sa tante, mais elle s'est moquée de lui. Cette nuit-là, il a dormi dans sa chambre, puis il a appelé sa mère, qui est venue le rejoindre. Paro lui a raconté toute l'histoire, mais elle ne l'a pas cru. Son père, son frère, ses camarades de classe ont tous réagi de la même manière. Ils ont pensé qu'il inventait. Paro, lui, n'en était pas si sûr. Il continue de se demander, est-ce que c'était juste son imagination? Mais dans ce cas, d'où venait cette cicatrice sur son nez? Ce dont il est certain en revanche, c'est qu'il n'a pas menti. Cette histoire n'est pas vraiment une histoire d'horreur, plutôt un aperçu du passé des parents de Ravi, bien avant sa naissance. Il avait 14 ou 15 ans quand sa mère lui a parlé du côté sombre de son père. Entrons dans le vif du sujet. Avant la naissance de Ravi, ses parents formaient un couple uni. Tout le monde dans leur ville natale connaissait bien son père et le respectait. Enfin, si l'on peut appeler ça du respect. Il était gentil, affectueux et apprécié de tous. Mais parfois, il se mettait en colère pour des broutilles. Ce n'était rien de très grave. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Un jour, sa mère rentrait chez elle après avoir fait quelques courses. Elle marchait tranquillement, sans se méfier, quand elle a senti qu'on la suivait. En se retournant, elle a aperçu un type louche, un Marcel blanc crasseux qui l'a fixé. Elle s'est sentie mal à l'aise, mais elle a continué son chemin en tentant de l'ignorer. Puis, sans prévenir, l'homme a accéléré le pas, s'est approché d'elle et lui a mis une claque sur les fesses. Furieuse, elle s'est retournée et a crié « Qu'est-ce que tu fais, espèce de taré ?» tout en reculant. L'homme, lui, est resté là, à la fixer sans dire un mot. Ça a suffi pour qu'elle prenne la fuite. Elle a couru jusqu'à chez elle et a verrouillé la porte derrière. Ce soir-là, elle a tout raconté au père de Ravi. Disons simplement qu'il ne l'a pas bien pris. Il lui a demandé, d'une voix froide et calme, il ressemblait à quoi? Elle a fait de son mieux pour le décrire. Et quand elle a fini, il a compris que c'était un de ses soi-disant potes. Il est devenu livide. Il n'a pas dit grand-chose. Il lui a juste dit qu'il allait s'en occuper. Et il l'a fait. Ravi ne sait pas à quelle heure il est sorti, mais sa mère lui a raconté qu'il avait attendu dehors, dans la nuit noire, comme s'il guettait quelqu'un. Et il n'avait pas les mains vides. Il tenait quelque chose. Des heures ont passé, puis l'homme est apparu, marchant devant leur maison. Dès qu'il lui a tourné le dos, le père de Ravi a bondi. Il l'a plaqué au sol et ils se sont battus. Puis, son père a sorti ce qu'il tenait. Un katana. Pas une réplique bon marché, mais une vraie lame. Longue, tranchante, ancienne. Et il s'en est servi. Il l'a entaillé. Pas assez pour le tuer, mais assez pour le faire hurler. Pendant plusieurs minutes, il l'a torturé. Quand il a terminé, il s'est tenu au-dessus de lui, la lame dégoulinant de sang, le regard glacial, méconnaissable. Puis il a pris la parole. « Ne reviens jamais ici », il a dit d'une voix glaciale. « Sinon, la prochaine fois, je te découpe en morceaux et je te jette à la rivière. » L'homme a crié de douleur et s'est enfui en titubant, comme si sa cheville était brisée. Ils ne l'ont plus jamais revu. Et si vous pensez que l'histoire s'arrête là, eh bien non. Quelques années plus tard, Ravi est né. Son père l'adorait, il le couvrait de cadeaux. S'il voulait quelque chose, il l'obtenait. Évidemment, ça rendait sa mère folle. Vers 3 ou 4 ans, Ravi a trouvé un grand étui noir planqué dans un tiroir. Curieux, il a traîné une chaise, l'a sorti et s'est mis à jouer avec. C'était lourd, mais il avait quand même réussi à le faire bouger. Une minute plus tard, son père est entré dans la pièce et s'est figé. Ses yeux se sont agrandis en voyant ce que Ravi tenait. Il s'est précipité, lui a repris l'objet des mains et l'a posé en hauteur. Puis s'est accroupi, l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Ne touche plus jamais à ça ». Ravi a hoché la tête. Et tout de suite après, son père l'a pris dans ses bras, a souri et l'a rassuré, en lui disant qu'ils allaient acheter des sucreries. Ravi a oublié toute l'histoire. Un an plus tard, son père s'est disputé violemment avec sa sœur, la tante de Ravi. Il était trop jeune pour comprendre, alors il s'est caché dans sa chambre jusqu'à ce que ça passe. Des années plus tard, à 14 ans, il a fini par poser la question à sa mère. Elle a poussé un long soupir, puis elle lui a raconté la vérité. Sa tante était tombée enceinte très jeune, avant même de terminer ses études, et son père avait vu rouge. Il avait saisi ce même étui noir, et quand il en a sorti le katana, ce n'était pas pour faire peur. Il était prêt à s'en servir. Il voulait la tuer, elle et le bébé.
Sa mère a dû s'interposer physiquement. Il a fallu des mois pour qu'il se calme et accepte l'existence de sa nièce. Quand elle a raconté tout ça à Ravi, il n'a pas réussi à dormir. Rien que l'image de son père, tenant cette épée, prêt à tuer sa propre sœur, ça l'a glacé. Aujourd'hui, Ravi a 16 ans. Son père reste un homme aimant. Il a toujours ses accès de colère, mais maintenant, il sort des blagues pour faire retomber la pression. Mais quelque chose en lui avait besoin d'en avoir le cœur net. Un jour, il s'est faufilé dans la chambre de ses parents, a retrouvé l'étui noir, et l'a ouvert. Et là, il l'a vu, le katana. L'histoire de sa mère était donc véridique. Il y avait encore du sang dessus. Un rouge terne, presque rouille. Ça ne sentait rien, mais c'était bien là. Il a refermé l'étui et l'a remis à sa place. Aujourd'hui, il essaye de ne pas trop y penser. Mais une chose est sûre, il compte bien rester à l'école et bosser dur, parce qu'il ne veut jamais croiser cette épée. Pas que son père soit encore comme ça. S'il rate quelque chose à l'école, il lui demande ce qui s'est passé, puis lui achète une glace pour lui remonter le moral. Il l'aime. Il aime aussi son petit frère, qui a 10 ans maintenant. Et leur voisin, il respecte son père. Il l'aime même. S'il a besoin d'aide pour de la nourriture ou de l'argent, ils sont toujours là, sans poser de questions. Parce qu'ils se souviennent de tout ce qu'il a fait pour eux. Aujourd'hui, la vie est belle. Mais parfois, en repensant au passé de son père, Ravi frissonne encore. Parce que, peu importe à quel point il a changé, ce katana est toujours là. Cette histoire est arrivée à Elisa et à ses amis il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, Elisa a 38 ans et vit dans le Tennessee, dans une région où se trouve un lieu surnommé Petite Égypte. Il s'agit essentiellement d'un trou d'eau dans les bois, un coin où elle et ses amis sont allés des centaines de fois, souvent la nuit. C'était au beau milieu de l'été, et la fête foraine du coin battait son plein. Elisa, sa sœur jumelle et 2 de leurs amis y sont allés pour traîner comme des ados ordinaires. Pendant la soirée, elles ont croisé leur famille, et elles ont prévenu leur mère qu'elles comptaient aller à Petite Égypte pour s'amuser, comme elles en avaient l'habitude cet été-là. Elisa se souvenait très bien que leur mère leur avait expressément dit, à elle et à sa sœur, de ne pas aller là-bas ce soir-là. Elle leur avait dit que tout pouvait arriver dans un endroit comme celui-là. Mais comme elles avaient plus de 18 ans à l'époque, elles ne l'ont pas écouté évidemment. À cet âge-là, on pense que les parents exagèrent toujours. Elles lui ont répondu qu'elle était parano et que rien ne leur arriverait. Vers minuit, elles ont finalement décidé d'y aller. Elisa et son amie Lina ont pris une voiture, tandis que sa sœur jumelle et leur amie Heather ont pris une autre voiture. Petite Égypte se trouvait à une dizaine de minutes de toute trace de civilisation, complètement perdue dans les bois. Il n'y avait aucun endroit pour faire demi-tour, sauf en remontant sur la route. Elles ont fini par arriver, elles ont garé les voitures et sont sorties, sans trop s'éloigner, le temps de sortir leur lampe torche et le reste. Alors qu'Elisa s'approchait de la voiture où se trouvait sa sœur, un bruit a retenti, des branches qui craquaient. Elle a levé les yeux vers sa sœur et lui a demandé si elle avait entendu ça. Sa sœur lui a répondu que oui, en supposant que c'était peut-être Lina qui voulait leur faire peur. Elles ont crié à Lina d'arrêter ses bêtises, que ce n'était pas drôle. Mais Lina a juré que ce n'était pas elle. Et à peine quelques secondes plus tard, une série de craquements a résonné, bien plus forts et bien plus nombreux. Heather et la sœur d'Elisa ont immédiatement sauté dans leur voiture. Elisa, elle, a couru jusqu'à celle de Lina. Elles ont à peine eu le temps de s'y engouffrer. Lina avait des ceintures de sécurité automatiques, et l'une d'elles a presque arraché l'épaule d'Elisa tellement elle était entrée vite. Elles ne savaient même pas comment elles avaient réussi à faire demi-tour dans un espace aussi réduit. Mais quand elles ont enfin pu manœuvrer, 6 hommes entièrement vêtus de noir, cagoulés et armés de battes de baseball ont jailli des bois, exactement là où elles s'étaient garées. Ils les ont poursuivis. 3 jours plus tard, les filles ont décidé de retourner sur les lieux. Elles ont trouvé des rubans de police tout autour de la zone. D'autres personnes étaient là, alors elles leur ont demandé ce qui s'était passé. Quelqu'un leur a expliqué qu'un homme avait été battu à mort 3 nuits plus tôt, soit exactement la nuit où ces 6 hommes avaient surgi des bois pour les prendre en chasse. Elisa s'est sentie soulagée d'avoir réussi à s'enfuir à temps. Mais son cœur s'est brisé en pensant à cet homme qui, lui, n'avait pas eu cette chance. Ce monde est vraiment devenu fou. Il y a quelques années, en 2019, les salles de cinéma étaient bondées lorsque le film coréen Parasite est sorti. Peut-être parce qu'il venait tout juste de remporter la Palme d'Or, il y avait énormément de monde, même en semaine en pleine journée. Ce jour-là, Naïma est arrivée un peu en retard. Tous les spectateurs étaient déjà assis. Elle a choisi une place quelque part au milieu de la salle, probablement au 8e rang à partir de l'écran.
Le film a commencé, et l'ambiance était relativement calme, étant donné que ce n'était pas un film pour enfants. Mais dès les premières minutes, elle a entendu une respiration étrange provenant de la personne assise à côté d'elle. Elle n'y a pas prêté attention tout de suite, jusqu'à ce qu'un mouvement étrange attire son regard, juste sous l'écran. L'espace vide entre l'écran et la première rangée de sièges, habituellement recouvert de moquettes, était supposé être désert. Mais là, quelqu'un rampait à 4 pattes, le ventre collé au sol. Impossible de dire si c'était un homme ou une femme. Ses cheveux étaient en désordre, et il ondulait lentement, presque comme un ver. Naïma a d'abord pensé que cette personne s'était peut-être blessée ou avait chuté. Ou alors, était-elle ivre? Pourquoi tout le monde faisait comme si de rien n'était? Elle a observé autour d'elle, mais personne ne semblait réagir. Du coup, elle aussi est restée figée. Un peu plus tard dans le film, il y a eu une scène où une famille s'introduit dans une maison vide pour boire et manger. Le son de la pluie était particulièrement immersif. Et soudain, cette chose non identifiée a levé la tête brusquement vers le plafond. Jusque-là, elle rampait en silence. Mais à ce moment précis, elle a redressé le haut de son corps, s'est cambrée et a commencé à scruter la salle comme une bête en alerte. Naïma ne savait pas si elle la regardait directement ou si elle fixait simplement cette partie de la salle. Mais elle a senti son regard se tourner vers elle. Leurs yeux se sont croisés. De ce qu'elle pouvait voir à travers les cheveux en bataille, seul le nez et la bouche étaient à peu près visibles. Et là, une pensée glaçante lui a traversé l'esprit. Est-ce que c'était un être humain? Un profond malaise l'a envahi. Elle a délibérément détourné les yeux pour fixer à nouveau l'écran. Mais la silhouette, elle, a redressé complètement le torse et s'est mise à fixer les spectateurs depuis le bas de l'écran. Naïma ne voyait toujours pas clairement son visage, caché par les cheveux, jusqu'à ce que la lumière du film l'éclaire pendant un court instant. Et là, elle a enfin pu distinguer ses traits. Une bouche étirée jusqu'aux oreilles, presque fendue, et des yeux anormalement grands, écarquillés à l'extrême. Elle a failli hurler. La vision de ce visage était si écœurante qu'elle en a eu la nausée. Elle a attrapé son sac en vitesse et a couru vers les escaliers, décidée à quitter la salle. En descendant, elle a jeté un dernier regard vers l'écran. La chose la fixait toujours, la tête légèrement penchée. Comme souvent dans les cinémas, l'entrée et la sortie ne se trouvaient pas au même endroit. Naïma a tenté d'ouvrir la porte de la sortie la plus proche, mais elle était verrouillée, sans doute bloquée jusqu'à la fin de la séance. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas réussi à l'ouvrir. Même dans cette salle pleine, elle s'est sentie piégée. Elle aurait pu ressortir par l'entrée, mais dans sa panique, elle n'y avait même pas pensé. Et c'est là que son instinct s'est mis à hurler. Quelque chose s'approchait dans son dos. Alors, les yeux fermés, elle a pivoté sur elle-même et s'est mise à courir à toute vitesse, longeant les rangées jusqu'à l'entrée. Par chance, cette porte-là était ouverte. Une fois dehors, elle a aperçu les autres spectateurs qui attendaient, et les employés du cinéma. Puis, dès qu'elle a mis un pied dans la rue, la sensation glaciale a disparu, comme si tout cela était resté derrière elle, dans l'ombre de la salle. Mais à chaque fois qu'elle a revu des extraits de Parasite, que ce soit à la télé ou en ligne, le visage de cette créature lui est revenu. Son sourire figé, ses yeux monstrueux. Et cela l'a tellement marquée qu'elle n'a plus jamais pu regarder ce film. Cette histoire nous vient d'Alex. Elle lui est arrivée quand il avait 12 ans. Il vivait en Lettonie, dans une zone très peuplée, avec toujours beaucoup de monde autour. Un soir, alors qu'il était seul, il a appelé un ami, et ils ont décidé de se retrouver dans un parc du quartier. Il était très tard, environ 1h du matin. Ils sont arrivés au parc et ont commencé à en faire le tour. Il n'y avait absolument personne. Ce n'était pas vraiment habituel, surtout en plein centre-ville, mais Alex ne s'en est pas plus inquiété que ça à cause de l'heure. Il marchait tranquillement. Son ami avait emporté une petite enceinte, et comme il s'ennuyait un peu, ils ont commencé à lancer des bruitages drôles pour s'amuser. Ils ont ri, profitant du moment. Puis après quelques mètres, ils ont aperçu un groupe de personnes immobiles, dans une posture étrange. Alex a lancé en riant qu'on dirait une bande de SDF bourrés. Mais comme ils ne voyaient pas bien à cause de l'obscurité, ils se sont rapprochés, un peu par curiosité. Et là, ils ont enfin pu voir les silhouettes. Tous étaient chauves, habillés avec des bombers et de grosses bottes noires. Qui ressemblaient à des skinheads. Et Alex a tout de suite été terrorisé. Il était noir, et il savait que ce genre de groupe était souvent raciste. Il a dit à son ami qu'il devait s'en aller immédiatement. L'ami confus lui a demandé pourquoi. « Pas le temps d'expliquer, faut qu'on se barre !» Alex a lancé. Il répétait en boucle qu'il devait partir. Mais au moment où il insistait encore, une voix grave a retenti, leur disant d'approcher. Alex s'est figé. Il n'a rien répondu. Et la voix a crié encore plus fort. «
J'ai dit approche tout de suite. Il n'a pas bougé, tétanisé. Il a tourné la tête vers son ami, qui avait le visage livide. Et en se retournant vers le groupe, il les a vus courir dans leur direction. Il a hurlé « Cours !» Ils se sont mis à courir de toute leur force, aussi vite que possible. Ils ont quitté le parc à toute vitesse, mais les rues étaient complètement désertes. Ils ont fini par repérer un café, et ils ont foncé dedans, espérant y trouver du monde. Mais à l'intérieur, personne. Ils étaient sous le choc. Ils ont cherché des toilettes où se cacher, pour pouvoir s'enfermer et appeler la police. Mais ils n'en ont pas trouvé, et ne savaient plus quoi faire. Quand ils se sont retournés, le groupe venait d'entrer dans le café. Alex et son ami étaient coincés dans un coin de mur, sans aucune issue. Les hommes ont couru vers eux. L'un d'eux a saisi Alex, un autre a attrapé son ami. Ils se sont mis à hurler, appelant à l'aide, mais personne ne répondait. Celui qui a grippé Alex avait les mains couvertes de sang et de cicatrices. Il lui a hurlé dans l'oreille de la fermer et de venir avec eux. Ils ont continué à crier, mais les hommes les ont entraînés de force hors du café, en direction du parc. Alex a fermé les yeux, terrifié, et s'est mis à prier. Il a entendu son ami pleurer. Puis soudain, des sirènes de police ont retenti. Les skinheads ont immédiatement lâché prise et se sont enfuis. Alex et son ami ont couru jusqu'à chez eux, toujours sous le choc. Ils se sont enfermés dans leur chambre et ont fini par s'endormir, le cœur battant. Le lendemain, les parents d'Alex sont revenus de leur déplacement professionnel. Il leur a tout raconté. Et quand il a décrit l'apparence des agresseurs, le visage de sa mère s'est figé d'horreur. Quelques heures plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. C'était la police. Les agents leur ont dit qu'ils avaient eu une chance incroyable. Ces individus avaient déjà pris en chasse d'autres enfants. Ils attaquaient les passants, les enlevaient parfois, et les torturaient. Alex tremblait. Il ne cessait de se répéter qu'il aurait pu être enlevé et soumis aux pires tortures. Avez-vous déjà vu l'ange de la mort? Naël, lui, croit bien que oui. Il avait alors 4 ans. Aujourd'hui, il a 30 ans et vit aux Philippines. Ce n'est pas quelqu'un de peureux, vraiment pas, mais il garde au fond de ses souvenirs une histoire qui le dérange encore. Ce qu'il a vu était peut-être une illusion, mais toutes les personnes qui ont partagé cette expérience avec lui sont mortes. Sa mère et ses 2 tantes. L'histoire commence en 1997, un soir de pluie battante. Chaque week-end, sa mère et ses tantes se retrouvent avec leurs enfants pour passer du temps ensemble. C'était une tradition familiale, née du fait que la majorité des adultes étaient des femmes, très sociables qui plus est. C'était typique de la culture d'Asie du Sud-Est. Tout le monde dort ensemble sur des nattes, surtout quand les lits sont déjà tous pris. L'air devient rapidement étouffant dans une pièce bondée. Naël était encore enfant à l'époque, alors il ne se demandait pas pourquoi il avait si chaud. Mais il s'est réveillé en pleine nuit, en sueur, brûlant. Quand il a ouvert les yeux, il ne voyait rien. Il faisait noir comme dans un four. Apparemment, le gouvernement avait coupé l'électricité à cause de la pluie. Il ne se souvient plus s'il y avait un typhon, mais il se rappelle du bruit des gouttes sur le toit et du vent violent qui soufflait dehors. Il a tendu la main pour toucher sa mère, mais sa place sur la natte était vide. Elle était déjà réveillée. Ses yeux se sont lentement habitués à l'obscurité. Ils étaient au 3e étage de la maison de sa tante. L'escalier n'était qu'à 1 mètre de la porte de la chambre. Allongé là, il pouvait voir qui passait dans la cage d'escalier. Et c'est là qu'il a vu sa mère, ses 2 tantes, et le mari de l'une d'elles, tous cachés derrière un mur près de l'escalier. Naël a murmuré « Maman ?» et s'est approché d'eux. Ils avaient l'air terrifiés. Tous lui ont fait signe de se taire. À sa place, n'importe quel autre enfant aurait été intrigué. Pourquoi les adultes se cachaient-ils? De quoi avait-il peur? Il a essayé de jeter un coup d'œil, mais sa mère l'a tiré en arrière et lui a dit que c'était l'ange de la mort. Son cœur a battu plus fort encore. L'ange de la mort? À quoi ressemblait-il? Pendant que les adultes chuchotaient sur ce qu'ils allaient faire, Naël a profité d'un moment d'inattention pour regarder à nouveau. Et cette fois, sa mère n'a pas pu l'empêcher de voir. L'escalier en mu donnait sur une grande baie vitrée. De l'autre côté, il y avait une femme vêtue d'une longue robe noire à capuche. La capuche était rabattue. Naël a vu son visage pâle, presque blanc, et ses cheveux coupés au carré. Elle regardait à l'intérieur, comme si elle cherchait quelqu'un. Elle flottait dans les airs. C'était évident, car il était impossible pour une personne d'atteindre la fenêtre du 3e étage, surtout en tenant une immense faux dans la main droite. Le mari de sa tante l'a tiré en arrière, mais trop tard. Naël avait déjà vu la silhouette que tout le monde redoutait. L'ange de la mort était une femme. Et heureusement pour lui,
Elle ne l'avait pas vu. Naël ne se souvient plus de comment cette nuit s'est terminée. Mais le lendemain matin, il a surpris une conversation entre sa mère et sa tante. Elle pensait qu'il était trop jeune pour comprendre. Il n'avait que 4 ans. Mais il avait tout compris. Depuis, cet escalier le hante. 9 ans plus tard, sa tante et son mari, qui avaient assisté à l'incident de cette nuit-là, sont décédés. En 2021, Naël a tenté d'aborder le sujet avec sa mère. Il voulait savoir si c'était un rêve ou un souvenir. Elle l'a repoussé, visiblement agacée. 2 semaines plus tard, elle est morte d'une crise cardiaque. Peu après, une autre tante lui a rendu visite après avoir appris la nouvelle. Au fil de la discussion, il a de nouveau tenté de confirmer ce souvenir. Mais elle aussi l'a esquivé. 30 jours plus tard, elle est morte du diabète. 1 an après la mort de leur mère, Naël a enfin partagé cette histoire avec ses sœurs. L'aînée lui a avoué qu'elle avait mené des recherches sur ceux qui affirmaient avoir vu l'ange de la mort, bien avant qu'il ne lui parle de ce souvenir d'enfance. Et les témoignages concordaient. Une femme à la peau pâle, aux cheveux courts, vêtue d'une robe noire à capuche, portant une grande faux. Aujourd'hui encore, personne n'a jamais confirmé à Naël si cette nuit était réelle ou un simple cauchemar. Personne ne voulait mentir, mais personne ne voulait dire la vérité non plus. Et maintenant, il n'y a plus personne à qui poser la question. Céleste avait 11 ans quand cette histoire lui est arrivée. Pour situer un peu, elle était métisse, avait l'air un peu plus jeune que son âge et avait une magnifique chevelure noire. À l'époque, elle faisait l'école à la maison, et l'une de ses plus grandes joies, c'était de faire du vélo jusqu'à la plage. Ce matin-là, il était environ 9h30. Elle était assise dans le salon quand son téléphone a sonné. C'était sa mère. Elle lui a demandé si elle pouvait passer le balai dans le salon et la salle à manger, puis a ajouté qu'elle aurait aussi besoin de lui parler en rentrant. « D'accord, maman », a répondu Céleste. Elle a pris le balai, a fait ce qu'on lui a demandé, puis s'est installée dans le salon pour attendre. Quand sa mère est rentrée, elle lui a demandé de s'asseoir. Elle avait une tête grave. Céleste l'a écouté lui expliquer que son chat s'était échappé dans la nuit et qu'il avait été percuté par une voiture. Céleste a immédiatement senti les larmes monter. Ce chat, c'était son compagnon, une boule de poils rousse très affectueuse. Sa mère lui a dit que le corps était dans le jardin, mais quand elle a demandé à le voir, sa mère a refusé. « Non, tu ne pourras jamais te sortir cette image de la tête. » Mais Céleste a insisté pour le voir quand même. Et ce qu'elle a vu l'a effectivement choquée. Un œil hors de l'orbite, la langue pendue. C'était atroce. Quelques heures plus tard, son frère est rentré. Pour se changer les idées, elle a pris son vélo et est partie vers la plage. En chemin, un sans-abri est passé près d'elle, mendiant de la mener. Céleste s'est excusée, lui expliquant que sa mère lui avait interdit de parler aux inconnus. Ce qui était vrai. Il n'a pas eu l'air d'apprécier la réponse, mais Céleste s'en fichait. Elle n'avait qu'une envie, aller nager pour évacuer sa peine. Elle est restée 2 ou 3 heures là-bas, à nager et à discuter avec d'autres enfants. Puis comme la nuit commençait à tomber et que la faim se faisait sentir, elle a pris le chemin du retour. En pédalant, elle a eu cette sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Mais elle a préféré ne pas y prêter attention. Elle était déjà suffisamment secouée comme ça. De retour à la maison, elle s'est changée, a pris une douche, mangé, et est allée se coucher. Mais au beau milieu de la nuit, elle s'est réveillée avec une soif terrible. Et s'est levée pour aller boire un verre d'eau. En passant dans la cuisine, elle a regardé par la fenêtre. Et là, elle a vu une silhouette humaine courir dans le jardin, fouillant dans leurs affaires. À 11 ans, Céleste a voulu se rassurer. Peut-être que c'était juste un animal. Elle a pris son verre d'eau et est retournée se coucher. Le lendemain matin, la famille devait enterrer le chat. Céleste est sortie pour vérifier si la pelle était toujours là. Et s'est aussi approchée de l'endroit où reposait le corps. Mais il avait disparu. Elle a totalement paniqué. Elle est allée voir son père dans son bureau, pour lui demander s'ils avaient enterré son chat sans elle. Son père lui a répondu que non, et Céleste lui a expliqué que le chat n'était plus dans la boîte. « Tu es sûre d'avoir bien regardé ?» il a demandé, et Céleste a répondu que oui. Son père est tout de même allé vérifier par lui-même. Le corps avait bel et bien disparu. Il lui a dit que c'était peut-être un faucon qu'il avait emporté pour se nourrir. Mais cette explication ne l'a pas du tout satisfaite. Elle s'est alors demandé si c'était réellement un animal qui avait pu l'emporter, ou si c'était plus sombre. Est-ce que la chose qu'elle avait vue dans le jardin la veille avait dévoré les restes de son chat?
C'était pendant un été, Nolan ne se souvient plus de l'année exacte. Et il jouait chez sa cousine, qui habitait dans le même lotissement que lui. Ils n'étaient que 4, lui, sa cousine et 2 amis à elle. Il était le plus jeune du groupe. La maison avait 2 étages, alors ils avaient commencé par jouer à cache-cache. Puis ils avaient enchaîné avec des dessins animés jusqu'à ce que la faim se fasse sentir. Ils sont alors descendus pour voir s'il y avait quelque chose à manger. Rien, pas même un seul biscuit. Du coup, ils ont décidé d'aller acheter un alo alo, un dessert très populaire aux Philippines. Le seul souci, c'est que la boutique la plus proche se trouvait hors du lotissement, alors ils ont marché un bon moment pour y arriver. Chacun a acheté le sien, puis ils ont pris le chemin du retour. Jusqu'à ce que la cousine de Nolan propose une idée idiote. Et si on faisait un Ding Dong Ditch? C'était le jeu où il fallait sonner à des portes et s'enfuir avant que quelqu'un ouvre. Il y avait, juste de l'autre côté de la boutique, une grande maison avec un portail bleu vif et une sonnette. L'idée a fait rire tout le monde, alors ils se sont lancés. Sur le côté de la maison, il y avait un petit passage. Nolan s'est caché là pendant que les 3 autres, plus âgés que lui, appuyaient sur la sonnette avant de s'enfuir en riant. 1 fois, 2 fois, personne ne répondait. À la 3e tentative, un homme est apparu. Un type gros, chauve, torse nu, portant seulement un short noir et des lunettes. La peau très pâle. Et, surtout, il tenait une arme à la main. Il avait l'air étranger, mais il a hurlé dans un anglais clair. « Pourquoi vous appuyez sans arrêt sur cette fichue sonnette ?» Puis, sans prévenir, il a levé la main et tiré. Les 3 autres se sont enfuis à toutes jambes. Nolan, lui, est resté figé. Impossible de bouger. Il était paralysé, choqué, jusqu'à ce qu'il réalise que s'il restait là, il allait mourir. Alors il s'est mis à courir, de toutes ses forces. Les autres étaient déjà loin devant, et lui pleurait en courant. À bout de souffle, il a jeté un coup d'œil derrière lui. L'homme le visait, puis l'a tiré. Mais à ce moment précis, Nolan a trébuché. Par miracle, la balle est passée juste au-dessus de lui. Il s'est relevé et a recommencé à courir, encore plus vite. Quand il est arrivé devant chez lui, il s'est écroulé et a fondu en larmes. C'est là que sa cousine l'a retrouvé, lui a pris la main, et ils sont repartis en courant ensemble. Le chauve les poursuivait encore. Ils n'ont arrêté de courir qu'une fois à l'intérieur de la maison de sa cousine. Les 2 autres y étaient déjà. Ils ont verrouillé la porte, tiré les rideaux, et se sont cachés. À travers un interstice dans les rideaux, ils ont vu l'homme les chercher du regard. Mais ne les voyant pas, il a fini par repartir. Nolan ne sait pas si sa cousine ou les 2 autres filles se souviennent encore de ce jour-là. Mais lui, il s'en souvient à la perfection. Il en a parlé à sa mère une fois, et depuis, il y repense souvent. Il était vraiment passé à 2 doigts de la mort. Christopher ne se souvient pas très bien de l'incident, mais il va essayer de l'expliquer du mieux qu'il peut. Il était encore au collège, et si sa mémoire est bonne, ça s'est passé en 2022, environ 2 mois avant les grandes vacances. Son collège comportait 2 étages avec un ascenseur. Même s'il était réservé au personnel, certains élèves avaient obtenu l'autorisation de l'utiliser. La plupart de ses camarades adoraient semer le chaos, provoquer des bagarres, vandaliser les toilettes pour alimenter les réseaux sociaux ou harceler d'autres élèves. Christopher, lui, n'a jamais fait partie de ces élèves-là. Il a toujours été gentil et attentionné, et il l'est encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour parler de ça qu'il souhaite raconter cette histoire. Le jour de l'incident, il assistait à son cours de maths de 2e heure. C'était un de ses jours ordinaires, passé à écouter des infos ennuyeuses sur les équations et à les résoudre machinalement. Il ne s'y est pas plus intéressé que ça. Puis d'un coup, le haut-parleur de l'interphone s'est déclenché. Il a cru à une annonce administrative banale, mais ce n'était pas du tout ça. La voix tremblante de la femme du bureau a annoncé qu'un adolescent armé venait d'entrer dans l'établissement. Christopher a ressenti un choc terrible en entendant ça. Il a balayé la salle du regard et a constaté que ses camarades étaient tout aussi effrayés. Leur professeur leur a dit d'aller se réfugier dans un coin, pendant qu'elle verrouillait la porte, baissait les stores et éteignait les lumières. Ils sont restés silencieux pendant qu'il s'asseyait avec eux pour attendre la fin du confinement. C'est à ce moment-là que Christopher a compris que ce n'était pas un exercice. Quelques minutes se sont écoulées dans un silence total, mais cela n'a pas duré. Ce qui est arrivé ensuite le fait frissonner encore aujourd'hui. Le silence est brutalement brisé par des coups de feu. Il ne saurait dire combien il y en a eu exactement, 3 ou 4 peut-être. Les détonations ont semblé lointaines, mais bientôt, des pas ont résonné dans le couloir. Certains élèves ont commencé à pleurer et ont prié pour que le tireur parte. Les pas se sont rapprochés. Celui qui se trouvait dehors s'est approché de leur salle. Puis soudain, les bruits de pas se sont arrêtés.
Le silence est revenu un instant, pesant. Et c'est là qu'ils ont entendu hurler. « Vous êtes où ?» La peur que Christopher a ressentie était si intense qu'il a eu l'impression qu'il allait perdre connaissance. Les autres ont pleuré eux aussi, complètement paniqués. Mais contre toute attente, le tireur a brusquement fait demi-tour, s'éloignant dans le couloir. Quelques minutes plus tard, l'interphone a de nouveau grésillé. La secrétaire a annoncé que l'adolescent était sorti du bâtiment après avoir vu les voitures de police arriver. Ce fut un immense soulagement pour toute la classe. Ce jour-là, ils ont appris que le tireur était un lycéen, visiblement bouleversé par quelque chose dont Christopher ne se souvenait pas. En entrant dans le collège avec son arme, il est monté au 2e étage. Là, il a tiré 4 fois en l'air pour faire fuir tout le monde. La police l'a ensuite localisé et arrêté. Il a été jugé et condamné, ce qui leur a apporté un certain réconfort. Au moins, il n'était plus en liberté. Cette histoire s'est passée il y a très longtemps. C'était durant l'été 1979. À l'époque, Nicolas était encore enfant et il avait l'habitude de faire du vélo avec ses meilleurs amis à travers la ville. Un soir vers 23h, ils ont décidé de continuer à pédaler un peu au lieu de rentrer chez eux. C'était excitant, surtout qu'ils n'étaient pas autorisés à sortir aussi tard, encore moins sans leurs parents. Mais Nicolas s'est senti aussi un peu anxieux. Son ami l'a rassuré en lui disant que tout irait bien, que ce serait juste marrant. Alors ils ont commencé à parcourir les rues du quartier à vélo. C'était vraiment grisant de rouler comme ça dans les nuits. Partout où ils passaient, tout était calme, et Nicolas appréciait cette ambiance nocturne. Après une vingtaine de minutes, il a remarqué qu'ils se trouvaient dans un endroit inconnu. Il a demandé à son ami s'il savait où ils allaient, et quand celui-ci a répondu qu'il s'était peut-être perdu, un frisson glacé lui a parcouru le dos. Ils étaient littéralement au milieu d'une vieille rue déserte, sans aucun éclairage. À cette époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable, donc impossible d'appeler qui que ce soit pour demander de l'aide. Nicolas était terrifié. Son ami l'a rassuré, lui disant que ce n'était pas grave et qu'il n'avait qu'à trouver quelqu'un à qui demander leur chemin. Alors ils ont continué à rouler pendant encore 5 minutes, jusqu'à tomber sur une maison avec le garage ouvert et les lumières allumées. En s'approchant, ils ont aperçu une femme vêtue d'une longue robe blanche, debout au bout de l'allée. Elle ne faisait rien. Elle restait là, immobile, à fixer la route. Ils se sont approchés et lui ont demandé si elle connaissait le chemin pour retourner dans le quartier de l'ami de Nicolas. Mais elle n'a pas répondu. Elle les a juste fixés. Son regard était glacial, vide, presque malveillant. C'était dérangeant. Puis elle a fait un pas vers eux. Encore une fois, elle s'est contentée de les fixer, avec encore plus d'intensité. Nicolas et son ami ont été pris de panique. Ils sont remontés précipitamment sur leur vélo et se sont éloignés de cette maison. Nicolas n'avait aucune envie de se retourner, mais il a senti qu'il le devait. Et il l'a aussitôt regretté. Ce qu'il a vu lui a glacé le sang. La femme les suivait. Elle courait vraiment très vite. Mais ce qui l'a le plus terrifié, c'était sa manière de courir. Quelque chose n'allait pas, comme si son corps ne bougeait pas naturellement. Et il a vu son visage. Elle souriait d'un sourire si large qu'il semblait prêt à lui fendre le visage. Il a crié à son ami qu'il était juste derrière eux et qu'il devait aller plus vite. Ils ont pédalé de toute leur force, jusqu'à ce que son ami tombe de son vélo. « Allez, relève-toi, faut qu'on y aille !» a hurlé Nicolas. Son ami est resté assis quelques secondes au sol. Malgré la douleur et la panique, il a fini par se relever et remonter sur son vélo. Finalement, ils ont réussi à rejoindre la route principale et à retourner chez l'ami de Nicolas, sain et sauf. Mais en se retournant une dernière fois, Nicolas a constaté que la rue était vide. Il n'y avait plus personne. Elle les avait suivis, puis elle avait disparu. La route, elle, était redevenue calme, comme d'habitude. Cet instant reste encore aujourd'hui l'expérience la plus étrange de toute sa vie. Aujourd'hui, Nicolas et son ami sont adultes. Ils ont fini par perdre contact au fil des années. Mais il sait que ce souvenir terrifiant, ils le garderont tous les deux en eux, pour toujours. Cet incident s'est passé l'année dernière, vers le mois de décembre. Mina était en seconde, et ses deux parents travaillaient jusqu'à 23h. À leur retour, soit elle dormait déjà, soit elle était sur son téléphone. Un soir aux environs de 21h, elle a eu soif, alors elle est allée dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. En jetant un coup d'œil par la fenêtre de la porte, elle a aperçu une silhouette. Elle a aussitôt ressenti une grande paranoïa. Elle était particulièrement sensible à ce genre de choses, surtout quand elle était seule à la maison.
C'était vraiment étrange. Il y avait quelqu'un, juste là, debout devant sa porte. Mais la personne ne frappait pas, ne sonnait pas, rien. Alors Mina s'est avancée lentement vers la porte d'entrée et a regardé par le judas pour voir qui se trouvait là. Et ce qu'elle a vu l'a terrorisée. C'était un homme, visiblement entre 35 et 45 ans. Il avait du sang sur son visage et sa chemise. Et le pire, c'est qu'il y en avait 2 autres derrière lui, plus jeunes. Mina a cru qu'elle allait se faire cambrioler, ou même assassiner. En reculant lentement, elle a entendu l'un d'eux murmurer « L'un de vous, allez vérifier si la porte de derrière est ouverte. » Elle s'est précipitée vers la porte arrière avant que l'un d'eux puisse y arriver. Heureusement, elle était bien verrouillée, comme d'habitude. Elle est ensuite montée à l'étage et a appelé la police. Les agents lui ont demandé de rester en ligne avec eux. Mais à peine avait-il commencé à lui parler qu'elle a entendu le portail du fond se faire fracasser. Elle était terrifiée, mais elle a essayé de ne pas crier. Peu après, elle a entendu les 2 autres essayer de forcer la porte d'entrée elle aussi. Elle a compris qu'ils avaient réussi à pénétrer dans la maison. Alors elle s'est enfermée dans la salle de bain. Elle a entendu au moins 3 autres paires de pas fouiller frénétiquement les pieds sur rez-de-chaussée. Ils allaient forcément monter. Mina a ouvert la fenêtre, prête à sauter. Chaque pas résonnait un peu plus fort que le précédent. Il se rapprochait. Et c'est là que tout a basculé. Il a essayé d'ouvrir la porte. En constatant qu'elle était verrouillée, il a hurlé aux autres. « Il y a quelqu'un caché ici !» Puis s'est mis à secouer la poignée violemment. Mina a plaqué ses mains contre sa bouche pour ne pas crier. Et elle a sauté. Elle a atterri dans un buisson. Et s'est fait un peu mal en tombant, mais elle n'avait pas le temps de s'arrêter. En se relevant, elle a tourné la tête à sa gauche. Et ce qu'elle a vu la terrifiait comme jamais. 2 hommes étaient assis à l'arrière de la maison, comme s'ils savaient qu'elle allait sortir par là. Ils l'attendaient. Mina s'est figée un instant. Ils l'ont regardée droit dans les yeux. Elle a senti la panique monter, mais s'est aussitôt mise à courir vers la rue. Les 2 hommes se sont lancés à sa poursuite. Elle a vraiment cru que c'était la fin. Mais au même moment, elle a entendu les sirènes de police. En se retournant, elle a vu les 2 hommes fuir dans la direction opposée. Un agent de police l'a retrouvée, pendant que les autres se lançaient à la poursuite des suspects. Mina leur a crié qu'il y en avait d'autres dans la maison. 2 des hommes ont été arrêtés sur place pendant que 3 autres agents fonçaient vers la maison. Quelques instants plus tard, tous les hommes ont été capturés et menottés. Mina était encore sous le choc. Elle n'arrivait même pas à croire à ce qu'elle voyait. Ce n'étaient pas seulement 3 cambrioleurs, il y en avait 7. Et ils attendaient tous qu'elle sorte. Pendant que certains des policiers essayaient de la calmer, un autre a téléphoné à ses parents pour les prévenir. Ils sont immédiatement rentrés à la maison. Peu après, les enquêteurs ont découvert que les 7 hommes avaient repéré que Mina restait souvent seule chez elle. Et ils avaient planifié leur intrusion en conséquence. Depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais dormi seule à la maison. Dès qu'elle sait qu'elle sera seule, elle passe la nuit chez sa grand-mère. Mais malgré tout, cette peur ne l'a jamais quittée. Elle craint toujours qu'un jour, ça recommence. Cette histoire nous vient de Katrina. C'est une histoire vraie qui lui est arrivée il y a 9 ans. Sa grand-mère lui avait toujours dit qu'un futur défunt donnait souvent un signe annonciateur de sa mort. Mais Katrina n'y avait jamais cru. Pour elle, ce n'était qu'une superstition ancienne, sans la moindre preuve scientifique. Elle a une sœur, que nous appellerons ici Clémentine. C'était à ses yeux la sœur idéale. Douce, gentille et toujours sur la même longueur d'onde qu'elle. Le 18 avril 2015, Katrina est restée seule à la maison. Clémentine était partie en voyage avec des amis, et leurs parents devaient assister à l'anniversaire d'un cousin. C'était une soirée de samedi tout à fait banale. Katrina s'est fait à manger, puis elle a lancé son film préféré. Vers 22h, elle a commencé à somnoler. Elle est aussitôt allée se coucher et s'est endormie sans difficulté. Mais en pleine nuit, elle s'est réveillée en sentant une main caresser doucement ses cheveux. Une voix chantait sa berceuse préférée. La chambre était plongée dans le noir, mais elle a tout de suite reconnu cette voix. C'était Clémentina. Elle l'a appelée, lui a demandé à quelle heure elle était rentrée, mais sa sœur n'a pas répondu. Katrina lui a alors dit de retourner se coucher, mais Clémentina ne l'a pas écoutée. Elle a continué à chanter, toujours en lui caressant les cheveux. C'était étrange, car Clémentina ne chantait jamais. Et plus elle chantait, plus sa voix semblait froide, presque inquiétante. Soudain, la température de la chambre a chuté. Le corps de Katrina s'est figé. Elle n'arrivait même plus à bouger un doigt. Elle a espéré que ce n'était qu'un cauchemar,
mais tout paraissait bien réel. Elle ne savait plus quoi faire. Impossible de repousser sa sœur ou de fuir. La peur la clouait sur place. Puis au bout de quelques instants, Clémentina s'est arrêtée à murmurer d'une voix glaçante. « Je te manquerai au paradis, Katrina. » Après ces mots, elle s'est levée et sortie de la chambre, sans un bruit. Katrina a poussé un profond soupir de soulagement. Elle s'est demandé si sa sœur était simplement rentrée ivre ou faisait une crise de somnambulisme, parce que cette scène n'avait aucun sens. Le lendemain matin, en se levant, elle a trouvé ses parents en pleurs dans le salon. Elle leur a demandé ce qui se passait. Et ce que sa mère lui a annoncé en sanglotant l'a dévastée. Sa sœur était décédée la nuit dernière, dans un horrible accident de voiture. Katrina est restée figée et n'arrivait pas à y croire. Elle a ressenti un mélange de choc et de tristesse. Et tout à coup, elle s'est souvenue de la nuit passée. Du geste tendre, de la berceuse, des mots terrifiants, et de cette superstition que lui avait racontée sa grand-mère. Elle a alors repensé à ce que Clémentina lui avait dit avant de quitter la pièce. « Je te manquerai au paradis, Katrina. » Est-ce que sa sœur avait vraiment tenté de lui faire un dernier adieu cette nuit-là? Comment n'avait-elle pas compris? Des milliers de questions lui ont traversé l'esprit. Et pourtant, la réalité restait la même. Clémentina était partie, à jamais. 10 ans sont passés depuis cette nuit. Et en écrivant ces lignes, Katrina ressent encore une immense tristesse. Elle n'arrive toujours pas à accepter que sa sœur leur ait dit au revoir si jeune. Une seule question continue de la hanter. Si c'était vraiment un signe qu'elle lui avait laissé, alors pourquoi était-elle si glauque? Pourquoi avait-elle l'air si effrayante? Peut-être que son esprit lui avait joué des tours. Ou peut-être pas. Elias fait partie de ceux qui explorent régulièrement les recoins les plus sombres du dark web. Contrairement à ce que les gens imaginent, ce n'est pas un repère démoniaque surpeuplé de tarés. Ce cliché ne représente qu'une infime partie de ce monde caché. Il y a quelques années, sa copine l'a quitté. Par vengeance, il a publié ses informations personnelles sur un forum. Et, peu de temps après, elle avait disparu. Depuis, le temps est passé. Et pendant ce temps, il a souvent croisé des gens qui lui ont manqué de respect. Elias n'a rien d'intimidant, ni physiquement, ni dans sa façon d'être. Il n'a jamais cherché de conflit, ni verbal, ni physique. Mais au fond de lui, il s'est toujours dit que ces gens n'avaient aucune idée de ce qui pourrait leur arriver. À ce moment-là, Elias travaillait dans un fast-food. Son manager lui prenait la tête constamment. Il arrivait en retard, se plantait dans les commandes, se montrait désagréable avec les clients, et la liste continuait encore. Il savait qu'il faisait des erreurs, mais le ton que son responsable utilisait le ridiculisait devant ses collègues, et parfois même devant les clients. Un jour, ça a été la goutte de trop. Elias est arrivé 5 minutes avant de pointer. À peine avait-il mis un pied dans le resto que son manager a balancé bien fort. « Tiens, le débile est enfin à l'heure. » Tout le monde a éclaté de rire. Pendant toute la soirée, le manager a enchaîné les piques humiliantes, tout en continuant à lui hurler dessus à chaque erreur. Elias a alors pris sa décision. Il allait retourner sur ce fameux forum et y balancer les infos de son supérieur. Sur le chemin du retour, il a hésité. Il se parlait à lui-même, pesait le pour et le contre. Mais en arrivant chez lui, sa décision était prise. Il ne s'est pas changé, il n'a pas pris de douche. Il est allé droit à son ordinateur portable. Il a commencé à chercher. Il a cliqué sur une centaine de liens au mot. Sur le dark web, chaque lien peut mener à un terrier sans fond. Un lien appelé Pork Chop a attiré son attention. En cliquant dessus, il est tombé sur une page de présentation très minimaliste. Il n'y avait que 4 mots. On trouve, on coupe. Et un autre lien intitulé. Voici un exemple de ce qu'on fait. Bien sûr, il a cliqué. L'image a basculé en vue subjective, façon vieille caméra de surveillance, avec la date et l'heure en haut de l'écran. La personne qui tenait la caméra suivait un homme dans la rue. Après quelques minutes, la cible a compris qu'on l'a filmé. Il s'est retourné, furieux, et a hurlé à la personne d'arrêter. Et puis, soudain, 5 types immenses, tous de noir vêtus et portant des masques de cochon, ont surgi de l'ombre. Ils ont attrapé l'homme et l'ont traîné de force dans la nuit. La personne avec la caméra s'est ensuite filmée en face. Masque de cochon elle aussi. Elle a gardé l'objectif sur elle pendant 5 à 10 minutes. Pendant ce temps, on entendait l'homme hurler, et d'autres sons qu'Elias aurait préféré ne jamais avoir entendus. Quand la caméra est revenue sur la scène, ce qu'il a vu était indescriptible. Une horreur que personne ne devrait jamais voir.
Beaucoup diraient qu'ils ne souhaiteraient même pas ça à leur pire ennemi. Mais lui, si. À la fin de la vidéo, 2 liens s'affichaient. Pork et Chop. Il a cliqué sur le premier, mais une fenêtre lui a demandé un code d'accès. Il n'en avait pas. Alors il a cliqué sur Chop. Une fiche s'est ouverte. Il fallait y remplir des infos. Nom, description physique, lieu. Elias a tout renseigné sur son manager. Il a indiqué l'adresse du fast-food, puis a validé. À l'écran, un message est apparu. À bientôt. 4 jours plus tard, pendant son service, son manager est venu le voir. Il s'est excusé. Il lui a proposé plus d'heures, a dit vouloir travailler avec lui plus souvent, parce qu'il voyait en lui un vrai potentiel. Plus tard dans la soirée, à l'approche de la fermeture, le manager a aidé Elias à sortir les poubelles. Pendant ce temps, il était en train de ranger les chaises sur les tables pour passer la serpillière. En jetant un œil dehors, il a vu son supérieur figé, le regard fixé sur quelque chose. Curieux, il s'est déplacé pour mieux voir. Et là, il les a aperçus. 6 individus, masques de cochon, armés. Ils entouraient son manager. Un 7e avec une caméra restait en retrait. Elias a eu un choc. Il avait oublié qu'il avait envoyé ce formulaire. Il a couru dehors, pris de panique, alors qu'ils fonçaient sur leur cible. Le manager l'a regardé, l'a appelé à l'aide. Mais Elias a reculé. Il est rentré en courant et a appelé la police. Ils ont mis 10 minutes à arriver. Quand Elias est ressorti, la scène qu'il a découverte l'a marqué à vie. C'était une abomination. Un spectacle qu'il donnerait tout pour effacer de son esprit. Les types avaient disparu. Mais le manager, lui, était toujours là. Il a assisté à son enterrement la semaine suivante. Le lendemain, Elias a reçu un mail anonyme. Il contenait la vidéo complète. Il l'avait suivi pendant tout son service. Il ne sait pas comment ils ont eu son adresse. Il n'avait jamais donné aucune information. Et depuis ce jour, il vit avec un poids. Parce que ce soir-là, son manager avait commencé à changer, à devenir gentil avec lui. Elias n'a plus jamais osé retourner sur le dark web. Voici ce qui est arrivé à Mathis lorsqu'il a eu envie d'apprendre la magie quand il était à la fac. Il a trouvé un homme sur une application qui disait pouvoir lui enseigner des tours de magie. Il est donc allé chez lui pour se former. L'homme semblait ne pas s'être lavé depuis plusieurs jours, mais il était effectivement habillé comme un magicien. Dès que Mathis est entré, le type lui a montré un tour de cartes avec un air surexcité. Il a étalé 7 cartes et lui a demandé d'en choisir une. Mathis en a pris une sans réfléchir, et l'homme la lui a montrée. Ce n'était pas une carte ordinaire, et n'avait ni chiffre ni symbole classique. En la regardant de plus près, Mathis a vu qu'elle représentait un point fermé. Sans prévenir, l'homme lui a asséné un violent coup dans la poitrine. Il portait des poings américains. Mathis a gémi de douleur et lui a crié dessus, lui demandant ce qu'il faisait. L'autre a répondu, l'air parfaitement détaché. « T'as tiré la carte du point. Alors tada, voilà pourquoi t'as pris un point. Allez, choisis une autre carte maintenant. » À partir de ce moment, Mathis a été envahi par une peur incontrôlable. Il lui a crié d'arrêter. Mais l'homme a à nouveau étalé les cartes devant lui et a lancé. « La magie des cartes. Tu dois aller jusqu'au bout. » Mathis a fini par en choisir une autre. L'homme l'a retournée avec un grand sourire. Cette fois, c'était une carte avec un os dessiné dessus. L'homme l'a retournée avec un grand sourire. Il a dit en ricanant. « Oh, t'as tiré une bonne carte. » Mathis est resté figé, complètement sidéré. L'homme est allé à l'arrière de la pièce, puis il est revenu avec une masse. Il a tenté de le frapper. Mathis a esquivé de justesse, et la masse a percuté le mur avec un bruit assourdissant. De la poussière est montée, et la maison a semblé vibrer sous l'impact. L'homme a crié. « T'as tiré la carte de l'os. Je vais te briser les os. » Mathis s'est mis à trembler. Ce mec était fou. Il ne faisait pas de la magie, c'était un malade dangereux. Il a essayé de s'enfuir, mais l'homme l'a poursuivi en balançant la masse dans tous les sens. Mathis a crié de toutes ses forces pour qu'il arrête. Et l'autre a répondu. « Tu veux un autre tour? Alors vas-y, tire une autre carte. » Il lui a tendu les cartes à nouveau. Mathis s'est mis à hurler comme un possédé. L'homme lui a hurlé en retour de se taire. Mathis a continué à crier, espérant que quelqu'un l'entende. Mais personne n'est venu. Ses jambes ont flanché et il s'est effondré au sol. L'homme s'est approché de lui et a dit « Quoi? C'est juste de la magie. Allez, je t'apprendrai un vrai tour après celui-là. Oh, je vais te montrer un truc marrant. Attends 2 secondes. » Il a sorti son téléphone et a lancé une vidéo. Mathis a été pris de panique. Dans la vidéo, un homme ensanglanté hurlait de douleur. Le magicien fou était en train de lui attacher les jambes et criait qu'il allait lui montrer un tour pour doubler sa taille.
L'homme cria à s'en arracher les cordes vocales. Puis le magicien a attrapé la masse et lui a fracassé les genoux. Mathis a détourné les yeux, c'était insoutenable. Le psychopathe, lui, riait aux éclats. Alors, t'as vu? Ses jambes ont vraiment doublé à la fin. Tu veux voir le résultat? Regarde la suite. Il a collé son téléphone sous le nez de Mathis pour l'obliger à regarder. Mais Mathis s'est levé d'un bond et a pris la fuite. À ce moment-là, il a entendu la sirène d'une voiture de police. Quelqu'un avait dû entendre ses cris finalement. Le visage du magicien est devenu blême. Il a foncé dehors, a sauté dans sa voiture et s'est enfui. La police est arrivée quelques minutes plus tard. Ils l'ont poursuivi et ils l'ont arrêté. L'homme a confessé avoir tué 3 personnes et en avoir agressé des dizaines d'autres. Depuis cette histoire, Mathis n'a plus réussi à sortir de chez lui. Quand Norman avait 14 ans, il étudiait depuis environ 3 ans dans un pensionnat. Les chambres du dortoir étaient séparées par des cloisons en bambou. L'école était toute petite, et des rumeurs de fantômes y circulaient en permanence. Honnêtement, beaucoup d'élèves avaient vécu des phénomènes étranges, Norman y compris. Ce jour-là avait commencé comme n'importe quel autre. Il était avec ses amis lorsqu'un des élèves plus âgés leur avait raconté une histoire. Histoire qui lui a glacé le sang. Quelques années plus tôt, un garçon était décédé soudainement à cause d'une maladie. Ses parents habitaient très loin, alors quand l'école les avait prévenus, ils avaient dit qu'ils n'arriveraient pas avant le lendemain. En attendant, l'établissement avait eu la responsabilité de conserver le corps pour la nuit. Pour situer un peu le contexte, la région, et en particulier le village où Norman vivait, était très en retard sur le plan des infrastructures. Les hôpitaux et les établissements scolaires, rien n'était vraiment aux normes, même dans les grandes villes. Résultat, ils avaient décidé de laisser le corps dans le lit du garçon, dans le dortoir, avec les autres élèves. Norman savait que ça n'avait aucun sens, mais il l'avait fait quand même. Beaucoup d'élèves avaient paniqué à l'idée de dormir dans la même pièce qu'un cadavre, mais ils n'avaient pas eu le choix. Celui qui avait le lit juste à côté du corps était particulièrement terrorisé. Il avait supplié les plus âgés de lui céder leur place, mais ils avaient tous refusé. Alors il avait abandonné, s'était recouché, et tout le monde avait fini par s'endormir. Le lendemain matin, ils ont découvert que ce garçon avait disparu. Ils ont immédiatement alerté les professeurs, qui ont réagi très vite. Heureusement, ils l'ont retrouvé dans un champ de riz, en compagnie d'ouvriers agricoles. Mais en le voyant, les enseignants étaient restés figés. Ses yeux étaient gonflés, pleins de larmes, et ses pieds couverts de boue montraient qu'il n'avait même pas eu le temps d'enfiler ses sandales. Les ouvriers leur avaient raconté qu'il avait surgi en pleine nuit, courant comme un fou, comme s'il fuyait quelqu'un. Il l'avait approché et était resté avec lui jusqu'au matin. Au début, il n'a rien voulu dire. Mais peu après, il leur a raconté ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. Il dormait depuis quelques heures, quand il s'était réveillé d'un coup, avec une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Il avait essayé d'ignorer cette impression et de se rendormir, mais il avait entendu le lit d'à côté grincer. Puis, il avait perçu des bruits de pas. Paralysé par la peur, il n'avait même pas osé tourner la tête. Porté par une montée d'adrénaline, il avait bondi de son lit et avait couru hors du dortoir. Il ne savait ni dans quelle direction il fuyait, ni comment il avait réussi à quitter le campus. Mais il avait continué de courir jusqu'à sentir quelque chose de collant sous ses pieds. C'est là qu'il s'est retourné. Et ce qu'il avait vu, c'était la silhouette du garçon mort, debout, en pyjama gris. Le cadavre, qui n'aurait jamais dû bouger, était en train de courir après lui. Il avait hurlé de terreur et repris sa course. Puis il avait aperçu au loin la lumière d'un feu et s'y était précipité en criant. 2 ouvriers l'avaient entendu et s'étaient précipités vers lui. Il les avait suppliés de rester avec lui et ils avaient veillé sur lui jusqu'au lever du jour. Quand il a fini de raconter son histoire, les enseignants étaient sous le choc. La plupart ont cru qu'il avait fait une hallucination. Ils l'ont quand même raccompagné à l'école. Mais l'horreur avait pris une autre tournure quand les parents de l'élève décédé étaient arrivés pour récupérer le corps, en fin d'après-midi. Lorsqu'ils avaient retiré le drap blanc qui le recouvrait, tout le monde a pu découvrir que ses jambes étaient couvertes de boue et de brins d'herbe provenant des rizières. Son pyjama aussi était taché de terre, exactement comme l'avait décrit le garçon retrouvé dans le champ. À ce moment-là, toutes les personnes présentes dans la pièce avaient ressenti un frisson terrible. Voilà donc ce que Norman avait entendu ce jour-là. Après ça, lui et ses camarades n'ont plus osé aller aux toilettes seuls. Ils y allaient toujours en groupe. Aujourd'hui, Norman est rentré chez lui après avoir terminé ses études. Mais il n'a jamais oublié cette peur. Et il sait qu'il ne l'oubliera jamais.
Jonathan vivait dans un appartement tout à fait ordinaire. Pour y accéder, il y avait des routes principales. Il y avait aussi un raccourci qui permettait d'arriver plus rapidement chez son ami Nick, qu'il allait souvent voir. Pourtant, ce qui l'avait toujours intrigué, c'était que personne n'empruntait jamais cette voie. Il n'en avait compris la raison que bien plus tard, le jour où il l'a vue. Un soir, comme souvent, Jonathan allait chez Nick. Ils ont passé du temps à jouer à des jeux vidéo tout en grignotant. La nuit est tombée pendant qu'ils s'amusaient, et quand Jonathan a regardé l'heure, il était presque 22 heures. Sa mère l'a alors appelé, furieuse, lui ordonnant de rentrer immédiatement. Il a vite rassemblé ses affaires et a quitté la maison de Nick. Après quelques minutes de marche, il a décidé, pour une fois, de passer par le fameux raccourci. Il faisait noir, complètement noir. L'ambiance lui a donné un frisson, mais comme il était pressé, il a allumé la lampe torche de son téléphone et s'est engagé sur la route. Le chemin était droit, bordé de buissons et d'arbres de chaque côté. Et c'est à cet instant que sa vie a basculé. Alors qu'il marchait seul, la batterie de son téléphone s'est soudainement vidée. Il a râlé intérieurement, le cœur serré. C'est à ce moment-là qu'il a senti la panique l'envahir, sans trop savoir pourquoi. Il a accéléré, puis il a entendu des bruits de pas derrière lui. Quand il a levé les yeux, une silhouette se trouvait juste devant lui, presque entièrement noire, quasiment invisible. Tous les lampadaires de cette route étaient cassés, sauf deux. Mais ces deux-là clignotaient sans arrêt. La silhouette s'est mise à avancer lentement, se rapprochant petit à petit. Quand la lumière a enfin éclairé son visage, Jonathan a vu que c'était un homme couvert de cicatrices. Il avait une entaille béante à la gorge, et du sang s'en échappait en continu. Jonathan a essayé de lui demander s'il avait besoin d'aide, mais l'homme a alors levé lentement la main au-dessus de sa tête, et l'a retirée. Son crâne entier s'est détaché de son corps. Il tenait sa propre tête dans une main, et le fixait droit dans les yeux. Jonathan était paralysé, figé par la terreur. Il n'a pas pu faire un seul geste. Soudain, la tête s'est mise à rire d'un rire sinistre, puis a poussé un hurlement strident. Jonathan a reculé d'un bond, mais l'homme s'est approché d'un pas lourd, en quelques enjambées. À cet instant, les deux lampadaires qui clignotaient au-dessus de lui se sont éteints, et Jonathan n'a plus aucun souvenir de la suite. Quand il s'est réveillé, le lendemain matin, il était à l'hôpital. Un jogger l'avait retrouvé inconscient sur la route et avait appelé les secours. Sa mère était assise à côté de lui, l'air inquiet. Alors il lui a tout raconté. Lorsqu'il a terminé, elle est restée silencieuse quelques secondes, puis lui a tapoté le dos. Elle lui a dit qu'un homme avait été assassiné et décapité par un gang sur cette route quelques années plus tôt. La police n'avait jamais retrouvé ni sa tête, ni ses meurtriers. Depuis, plusieurs personnes avaient affirmé avoir vu la même chose que lui, et tout le monde avait fini par éviter ce raccourci. Aujourd'hui encore, Jonathan refuse de passer par là. Il préfère marcher plus longtemps plutôt que de revivre cette scène une seule seconde. Rien que d'y penser, son cœur se serre. Cette histoire que George s'apprête à nous raconter, c'est sûrement l'une des choses les plus terrifiantes qu'il ait vécues. C'était au début de l'année 2020, le 13 janvier. Toute sa famille se préparait à aller se coucher vers 22h30. Pour mieux situer les choses, George vivait avec ses deux grandes sœurs, son petit frère et leurs parents. Leur maison avait quelque chose d'étrange. Chaque pièce avait sa propre température et une ambiance unique, presque vivante. La chambre de ses parents était chaude et accueillante. Celle d'une de ses sœurs était sèche comme du sable, tandis que la chambre de l'autre était humide et glaciale, et celle de son frère était tiède et moite. Mais la sienne, sa chambre à lui dégageait une froideur glaciale qui semblait vous transpercer les os. Même en été, quand la chaleur pénétrait un peu plus les murs, cette sensation ne disparaissait jamais complètement. Cette pièce provoquait un malaise si profond qu'on le sentait jusqu'au fond des entrailles. Mais revenons au 13 janvier. Comme d'habitude, leur mère avait souhaité bonne nuit à chacun avant d'aller se coucher, et George lui avait répondu. Puis tout le monde avait rejoint sa chambre et éteint les lumières, sauf son petit frère et lui. Ils avaient pour habitude de discuter longtemps avant d'aller dormir, souvent jusqu'à minuit. Mais ce soir-là, son frère lui avait dit qu'il ne se sentait pas très bien, et qu'il voulait dormir plus tôt, vers 23h. George, en bon grand frère, l'a laissé partir, en se disant que ce serait l'occasion de se coucher plus tôt lui aussi, et de profiter d'un bon sommeil réparateur. Il ne pensait pas avoir tort à ce point. 1 heure plus tard, aux alentours de minuit, George n'arrivait toujours pas à trouver le sommeil. C'est alors que son petit frère est venu frapper à sa porte, lui demandant de l'aide pour nettoyer une crotte de chien dans sa chambre. Apparemment, le chien avait fait ses besoins sur le sol. Alors George s'est levé, a ouvert la porte, mais son frère n'était pas là. Devant lui, seulement le couloir,
plongé dans l'obscurité. Et ce froid mordant, qui d'ordinaire ne régnait que dans sa chambre, semblait maintenant s'être infiltré dans le reste de la maison. Il a pensé que son frère avait peut-être couru jusqu'à sa chambre pendant qu'il ouvrait la porte. Il a traversé le couloir et a entrouvert la porte de son frère. Il l'a trouvé profondément endormi. Le chien aussi dormait paisiblement dans son panier. Aucune trace de déjection, aucune odeur suspecte, rien d'anormal. George s'est dit que son frère avait voulu lui faire une blague. Il a haussé les épaules et a continué sa route vers la cuisine pour boire un verre d'eau. Ses parents étaient encore réveillés, assis dans le salon, ce qui l'a un peu rassuré. Puis il est retourné se coucher. Vers 2 heures du matin, il a été réveillé par des bruits venant de l'extérieur. Il s'est levé et a jeté un œil par la fenêtre. Le chien des voisins aboyait comme un fou, en direction de leur maison. Le même chien qui d'ordinaire était tellement calme qu'on oubliait même son existence. Il s'est approché un peu plus de la fenêtre, espérant apercevoir ce qui le mettait dans cet état. Mais il n'a rien vu. Il s'est recouché, essayant de ne pas trop y penser. Mais à peine avait-il fermé les yeux qu'un frisson l'a traversé. Un malaise rampant s'est mis à l'envahir, comme une brume glacée autour de lui. Les poils sur sa nuque se sont dressés. Cette sensation, il la connaissait trop bien. C'était celle de sa chambre. Le froid, la présence oppressante, ce sentiment aigu d'être observé. Il s'est redressé, le cœur battant, et a commencé à chercher d'où venait ce courant d'air, quand soudain, quelqu'un a frappé à sa porte. Pas la porte d'entrée, à la sienne. Il n'avait pourtant rien entendu. Aucun pas dans le couloir, aucun bruit de poignée, rien. Juste ce double coup sec, sans prévenir. Avant même qu'il ait pu répondre, il a entendu une voix. « Bonne nuit, George !» C'était sa mère. Mais aussitôt, un vertige l'a saisi. Il s'est senti nauséeux. Sa tête s'est mise à pulser. Quelque chose n'allait pas. La voix semblait réelle, mais en même temps, comme un enregistrement. Il n'a rien répondu. « Bonne nuit, George !» Encore et encore, intervalles réguliers, comme une horloge déréglée. Il s'est levé et a allumé la lumière. Son cœur battait à tout rompre. Et plus il s'approchait de la porte, plus les battements s'accéléraient. Soudain, silence. Et s'est tu. Plus un mot. Il a soufflé un bon coup. Peut-être que c'était fini. Mais non, il n'a pas eu ce luxe. Il n'arrivait pas à croire que ça puisse être surnaturel. Il ne croyait tout simplement pas au paranormal. C'était d'ailleurs pour cette raison qu'il était le seul à supporter de dormir dans cette pièce, malgré le malaise permanent. Quelques secondes plus tard, un nouveau coup sur la porte. Cette fois, c'était son frère. « Bonne nuit, George !» Sa voix, c'était la même mécanique étrange, la même intonation glaciale. Il est resté figé. Puis, un dernier coup s'est fait entendre. Et là, les deux voix se sont mises à parler en même temps, encore et encore, comme un disque rayé, répétant le même « Bonne nuit, George !» en boucle. Sa mère et son frère, deux des personnes en qui il avait le plus confiance. Il répétait cette phrase, inlassablement, juste derrière la porte. Il a reculé, les mains sur la tête. Il n'en pouvait plus. « Arrêtez !» il a crié en fermant les yeux de toutes ses forces. Et quand il les a rouverts, il faisait jour. Les oiseaux chantaient, le soleil perçait à travers les rideaux. Et dans l'air flottait l'odeur du bacon. C'était un rêve. Tout ça n'était qu'un cauchemar. Il s'est senti soulagé. Ce n'était pas un sale coup de sa famille après tout. Juste son cerveau qui s'était fait un film débile. Mais à partir de ce jour-là, George a refait ce même rêve chaque nuit. Encore et encore, rien ne l'arrêtait. Il a essayé la méditation, lire la Bible avant de dormir, dormir avec une croix dans la main, même garder la lumière allumée avec le chien de son frère à côté de lui. Mais rien n'y faisait. Après toutes ces nuits blanches et ces terreurs nocturnes, George a fini par demander à ses parents s'ils pouvaient déplacer son lit dans la chambre de son petit frère. Ils ont accepté. Et depuis, il dort toujours dans cette chambre-là. Il ne dirait pas qu'il a peur des fantômes. Il ne veut même pas admettre que c'est ça. Mais il ne souhaite à personne de vivre ce qu'il a vécu. Il n'a jamais raconté ça à sa famille. Et pourtant, eux aussi trouvent cette pièce dérangeante, si bien que personne ne veut l'occuper. Elle est devenue un simple débarras. Et parfois il se demande, qu'est-ce qui lui serait arrivé s'il y était resté? Il a le sentiment qu'il aurait pu perdre la tête. Cette histoire nous vient d'Eline, qui est soulagée de pouvoir enfin la raconter. Elle attend depuis un moment une occasion de la partager, et elle a enfin trouvé le courage de tout écrire et nous l'envoyer. Depuis quelque temps, Lynn vit des choses étranges. Elle pense qu'une présence hante sa maison. Tout a commencé l'année dernière, quand une amie est venue dormir chez elle. Cette amie a installé plusieurs applis de chasse aux fantômes sur son téléphone. Lynn n'y a pas cru bien sûr, mais elle a joué le jeu pour s'amuser un peu.
Pendant un moment, elles ont testé les applis et reçu plein de réponses clichés, sûrement intégrées par défaut. Elles se sont vite ennuyées et sont passées à autre chose. Plus tard, à l'heure d'aller se coucher, elles se sont installées dans le salon. Lynn s'est endormie, mais elle s'est réveillée au bout d'un moment en voyant son amie se lever pour aller aux toilettes. Elle n'a pas trouvé ça étrange et a essayé de se rendormir. Quand son amie est revenue, elles ont discuté quelques minutes. Puis environ 5 minutes plus tard, Lynn a entendu le bruit du robinet de la salle de bain s'ouvrir brusquement. Il faut savoir que la maison est petite, avec des murs très fins. Le moindre bruit résonne dans tout l'espace. Elle a pensé qu'elle imaginait des choses, mais en allant vérifier, elle a bien confirmé ce qu'elle avait entendu. L'eau coulait à plein débit. Troublée, elle est retournée voir son amie et lui a demandé si elle avait oublié de couper l'eau. Son amie lui a répondu que non, assurant qu'elle se souvenait très bien de l'avoir refermée. Lynn a tout de suite éliminé l'hypothèse de sa sœur ou de ses parents. Ses parents n'utilisent que la salle de bain attenante à leur chambre. Quant à sa sœur, elle aurait entendu le craquement des lattes en bois et ses pas distincts dans le couloir. Elles ont fini par hausser les épaules, un peu inquiètes, mais trop fatiguées pour y réfléchir davantage. Elles se sont dit qu'elles en reparleraient au réveil. Le lendemain matin, son amie l'a réveillée, et ils sont revenus sur cette histoire. Au bout d'un moment, l'amie a baissé la voix et lui a dit, l'air nerveux, « Cette nuit, je me suis réveillée vers 4 heures avec une sensation bizarre. J'avais l'impression que quelqu'un d'autre que toi était dans la pièce. Et quand j'ai regardé, j'ai vu une silhouette sombre debout juste en face de toi. Et te fixer. J'ai eu trop peur pour te réveiller, alors je me suis cachée sous ma couverture. Et quand j'ai vérifié à nouveau, elle avait disparu. Je n'ai plus fermé l'œil depuis. » Lynn a paniqué. Elle a tenté de tout rationaliser, mais son amie est restée catégorique. Elle sait ce qu'elle a vu. Quand ses parents se sont levés, elles leur ont tout raconté. Ils ne les ont pas crus. Depuis cette nuit-là, Lynn entend des voix étranges, comme sa sœur qui l'appelle en chuchotant la nuit. Mais quand elle vérifie, il n'y a jamais personne. Elle voit aussi des orbes, ou des formes blanches et noires traverser sa chambre et disparaître dans les murs. Et surtout, elle ressent parfois un poids sur son lit. Alors qu'elle est allongée sur le côté, elle sent nettement l'empreinte de quelqu'un qui s'assoit derrière elle, au bord du matelas. Elle aimerait en parler à sa famille, mais elle sait qu'ils la prendraient pour une folle. Et surtout, elle a peur. Peur que ça devienne plus violent. Lynn en est persuadée. Cette nuit-là, ils avaient déclenché quelque chose. Quelque chose qui refuse de disparaître. Amanda avait 26 ans quand cet incident s'est produit. Un jour, elle est sortie promener son chien, Molly. Après avoir marché autour de plusieurs pâtés de maison, elle a vu 3 hommes assis sur un perron, en train de fumer et de discuter. 2 d'entre eux ne lui ont prêté aucune attention, mais le 3e l'a fixé. Il était plus costaud que les autres, chauve, et semblait avoir une 20aine d'années. Amanda a vite détourné les yeux, mais il a crié dans sa direction. « Hé beauté, il est mignon ton chien, viens ici que je le caresse. » Les 2 autres ont éclaté de rire. Amanda les a ignorés et s'est dépêchée de rentrer chez elle. Sur le moment, elle n'en a pas parlé à ses parents, pensant que ce n'était pas si grave. Mais elle aurait vraiment dû. Le lendemain, elle a repris sa promenade habituelle, cette fois avec une bombe lacrymogène dans la poche. En repassant devant la même maison, elle a prié pour ne pas revoir l'homme lourd. Mais il était là, assis sur une chaise à bascule sur le perron. Dès qu'il l'a vu, il s'est levé d'un bond. Terrifiée, Amanda a attrapé Molly et s'est mise à courir sur le trottoir. À sa grande horreur, l'homme s'est lancé à sa poursuite. Il l'a plaquée au sol, la faisant violemment tomber sur le béton. Et Molly a glissé de ses bras. Amanda a crié à l'aide, mais il lui a plaqué la main sur la bouche. En luttant, elle a senti la bombe dans sa poche. Elle l'a sortie et lui a pulvérisé le visage. Il a hurlé de douleur et s'est effondré au sol en se tordant. Amanda s'est relevée, a ramassé Molly et s'est précipitée chez elle. Elle a tout raconté à ses parents, encore tremblante. Son père, ancien militaire, a voulu aller régler ça de lui-même, mais sa mère a préféré qu'ils aillent directement au commissariat. Amanda a expliqué les faits à un agent et a montré ses blessures, mais les policiers ne l'ont pas vraiment aidée. Quelques mois plus tard, elle a commencé à travailler dans une supérette ouverte 24 heures sur 24. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après un service de nuit, elle a remarqué un pick-up qui roulait lentement, bien trop près du trottoir. Au début, elle n'y a pas fait attention, mais en arrivant devant chez elle, elle s'est retournée et a vu le même véhicule. 2 hommes étaient à l'intérieur et l'a fixé. Elle a immédiatement raconté ça à ses parents. Son père s'est mis à surveiller la maison chaque soir, posté devant l'entrée. Les choses sont restées calmes pendant un moment, jusqu'à une nuit. Et ce qu'elle a vécu ce soir-là continue de la hanter. Il était 2 heures du matin quand Molly s'est mise à aboyer vers la fenêtre. Amanda, épuisée, n'a pas réagi et s'est rendormie, jusqu'à ce qu'elle se réveille en entendant Molly hurler de douleur.
Quand elle a ouvert les yeux, elle a vu le corps sans vie de sa chienne sur le sol, couvert de sang. Une silhouette sombre se tenait au-dessus d'elle. C'était lui. « Tu croyais pouvoir m'échapper? Tu t'es bien trompé. » Il lui a sauté dessus et l'a frappé au visage. Sa vision est devenue floue. Amanda l'a frappé et l'a repoussé de toutes ses forces, mais il ne réagissait pas. Puis elle l'a entendu s'acharner sur sa ceinture. La panique l'a submergée. Elle a hurlé avant qu'il ne puisse lui couvrir la bouche. Soudain, la porte s'est ouverte. Son père est entré, une arme à la main, suivi de sa mère. En voyant l'agresseur, il a tiré 2 fois. L'homme a hurlé de douleur. Amanda l'a repoussé et son père s'est jeté sur lui, le rouant de coups. Sa mère a appelé la police. Amanda s'est précipitée vers Molly, mais il était trop tard. Sa chienne était morte. 5 minutes plus tard, la police est arrivée à arrêter l'agresseur. Les enquêteurs ont découvert que ses 2 amis étaient également impliqués. Ils comptaient s'introduire dans la maison et enlever Amanda. Tous les 3 ont été arrêtés et condamnés à 16 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation. Depuis, Amanda vit toujours chez ses parents. Elle a trop peur de rester seule. Elle pense à Molly chaque jour, et la culpabilité ne la quitte jamais. À 14 ans, Noam est parti en voyage avec ses parents pour quelques jours. Sur le chemin du retour, il était un peu plus de minuit, et la route était presque déserte dans les 2 sens. Sa mère, son père et lui discutaient et riaient ensemble. Puis la conversation s'est tarie, et Noam s'est allongé sur la banquette arrière. C'est à ce moment-là qu'il a entendu une violente détonation, puis il a perdu connaissance pendant quelques secondes. Lorsqu'il a repris ses esprits, il a tenté de se redresser, mais la voiture semblait être prise dans des secousses dignes d'un manège. Il a peiné à se stabiliser. En s'accrochant aux appuis-têtes des sièges avant, il a levé les yeux, et à travers la vitre, il a compris que la voiture était littéralement en train de flotter dans les airs. Quand le véhicule est retombé, le pare-choc avant s'est détaché et a glissé le long des vitres droites. Mais le plus inquiétant, c'est que la voiture n'a pas ralenti, et s'est mise à accélérer brutalement. Pris de panique, Noam et son père ont crié de terreur. Sa mère, elle, suppliait son mari d'arrêter la voiture au plus vite. Noam voyait bien que son père essayait, mais rien n'y faisait. Le véhicule refusait de s'arrêter. Finalement, la voiture s'est immobilisée sur la voie de gauche de l'autoroute. En face, de l'autre côté de la route, une station-service était visible. Ils ont sauté hors du véhicule, et c'est là qu'ils ont découvert que le pneu avant gauche avait éclaté, et toujours aucun véhicule en vue. La route restait désespérément vide. Le père de Noam saignait du nez, sûrement à cause du choc contre le volant au moment de l'éclatement. Sa mère s'est précipitée pour vérifier s'il allait bien. C'est à ce moment-là que Noam a ressenti un étrange malaise. Il a levé la tête et a remarqué que l'éclairage de la station semblait faiblir. En scrutant la lisière de la forêt juste derrière, il a vu 2 silhouettes noires, immenses, qui les fixaient en silence. Il a d'abord cru à une hallucination, mais non, ces figures étaient bien réelles. Ils ne bougeaient pas, les observaient. Noam ne distinguait pas leur visage, mais leurs contours étaient nets. Et leurs yeux transperçaient l'obscurité. Leur taille était monstrueuse, inhumaine. Il est resté figé sur place, incapable même d'appeler sa mère. Aucun son n'a franchi ses lèvres. Puis, lentement, les 2 entités ont tourné les talons et sont retournées dans la forêt. Dès qu'elles ont disparu dans l'obscurité, la lumière de la station est redevenue normale. Et, comme par enchantement, les voitures ont recommencé à circuler de chaque côté de l'autoroute. Ce moment ressemblait à un cauchemar réveillé. Ils ont fini par appeler la police. 3 voitures sont arrivées rapidement sur les lieux. Au début, les policiers n'ont pas pris le récit au sérieux. Mais malgré tout, ils ont été transportés à l'hôpital pour y recevoir des soins. Le lendemain, un détective est venu leur parler. Il leur a expliqué que ce tronçon de l'autoroute était tristement célèbre. De nombreux accidents étranges s'y étaient produits. Les autorités avaient lancé plusieurs enquêtes, sans jamais parvenir à en élucider les causes. Depuis ce jour-là, la famille de Noam n'a plus jamais emprunté cette route. Et quelques années plus tard, elle a définitivement été fermée à la circulation, après une série de nouvelles tragédies. Cette histoire est arrivée il y a 15 ans. À l'époque, Isaac avait 11 ans et il vivait chez son oncle, qui en avait 31. Cet oncle l'avait éloigné de sa famille en leur promettant qu'il s'épanouirait à la campagne, dans sa ferme. Et en apparence, la ferme était belle. Mais ce n'était qu'une façade, un mensonge. La réalité était en fait horrible.
Son oncle possédait aussi une grande camionnette qu'il utilisait pour enlever des enfants. Il ciblait ceux qui s'étaient perdus ou qui jouaient seuls dans les parcs. Oui, cet homme était un véritable kidnappeur, un meurtrier. Après chaque enlèvement, pendant qu'il attachait les enfants, il ordonnait à Isaac de creuser un trou pour chacun d'eux. Bien sûr, il ne voulait pas le faire. Il était terrorisé, paralysé par la peur qu'il avait de cet oncle. Un jour, Isaac est resté avec les enfants dans la cave pour les surveiller. Il pleurait, le suppliait de les laisser partir. Certains avaient quasiment le même âge que lui. Alors il les a détachés et leur a fait signe de fuir discrètement par la porte de derrière, hors du champ de vision de son oncle. Pendant ce temps, l'oncle était dans la cuisine, en train d'aiguiser ses couteaux. Isaac est retourné dans la pièce, faisant comme si de rien n'était. Mais lorsque son oncle a levé les yeux, il a vu à travers la fenêtre les enfants courir à l'extérieur. Il est immédiatement devenu furieux, a attrapé son arme et s'est précipité dehors en essayant de les abattre. Isaac a couru derrière lui, les yeux fixés sur les enfants, priant pour qu'ils réussissent à s'échapper. Heureusement, tous ont réussi. L'un d'eux s'est même retourné pour lui faire un signe de revoir. L'oncle, étrangement calme, lui a dit de ne pas s'en faire, qu'il en trouverait d'autres dès le lendemain. Il semblait croire qu'Isaac était déçu que les enfants se soient enfuis. Ou peut-être faisait-il semblant. Le lendemain matin, Isaac s'est réveillé et a remarqué que son oncle n'était plus là. Peu après, une sirène stridente a retenti, et la police a envahi la ferme. Ils l'ont trouvé à l'intérieur et lui ont demandé s'il faisait partie des enfants enlevés. Isaac n'a pas pu leur mentir. Il pensait tous les jours aux enfants que son oncle avait kidnappés. Alors il leur a dit qu'il était son neveu, et ils l'ont emmené pour l'interroger. Il a éclaté en sanglots en leur racontant toute la vérité. C'était le moment le plus douloureux de sa vie. Il aimait son oncle malgré tout, même en sachant ce qu'il faisait. Mais il savait que ce jour finirait par arriver. Et au fond, il l'avait attendu. Au début, les policiers ne l'ont pas cru, mais Isaac leur a révélé l'emplacement des trous. En creusant, ils ont découvert les corps enfouis sous terre. Pendant ce temps, l'oncle s'était rendu chez la mère d'Isaac. Il l'avait prise dans ses bras et lui avait demandé s'il pouvait rester un moment. Mais la police lui avait déjà tout raconté. Elle lui a répondu qu'il pouvait rester, et dès qu'il est entré dans la salle de bain pour se doucher, elle a prévenu le père d'Isaac, et ensemble, ils ont appelé la police. Son oncle a été arrêté. Les policiers ont remercié Isaac, leur disant qu'il avait été un enfant incroyablement courageux. Ils l'ont ramené chez ses parents, où il a enfin pu retrouver une vie normale. L'oncle a été inculpé pour enlèvement, meurtre d'enfant, et pour avoir exposé Isaac à des scènes qu'aucun enfant ne devrait voir. Il a été condamné à mort, et peu de temps après, exécuté par pendaison. Mathias a vécu quelque chose durant l'été 2013 qu'il n'a jamais réussi à oublier. L'expérience continue de le hanter, au point qu'il se demande parfois s'il est encore sain d'esprit. Avec sa petite amie Anna, ils avaient décidé de partir camper pour faire leurs adieux à l'été, et passer un peu de temps à deux. Elle allait bientôt reprendre la fac, et il ne la verrait plus aussi souvent. Ils étaient ensemble depuis plus de 2 ans, et Mathias était fou amoureux d'elle. Il avait même commencé à penser à lui poser la grande question. Un week-end du début du mois d'août, il a donc préparé son matériel de camping, et a conduit pendant environ 45 minutes jusqu'à un parc où ils allaient souvent. Le coin était paisible, plein d'arbres et d'animaux sauvages, avec un petit ruisseau qui le traversait. Il connaissait bien les lieux, ses amis et sa famille y campaient depuis l'enfance. Après avoir garé sa voiture, Mathias a envoyé un message à Anna pour lui dire qu'il était arrivé, et qu'il avait installé le campement à leur emplacement préféré. Anna avait passé tout l'été à s'occuper de sa grand-mère malade, et sa sœur venait tout juste d'accepter de prendre le relais pour qu'elle puisse souffler un peu. Mais elle devait attendre que sa sœur finisse le travail, vers 17h, pour la remplacer. Pour gagner du temps, Mathias s'était proposé d'y aller avant pour tout installer. Il a marché un peu sur le sentier jusqu'à retrouver le remplacement habituel. L'endroit était plat et juste à côté du ruisseau. Il s'est immédiatement mis à monter la tente. Il voulait que tout soit prêt pour qu'Anna n'ait rien à faire. 40 minutes plus tard, tout était en place. La tente, les sacs de couchage, un petit feu. C'était cosy et bien organisé. Son téléphone a vibré. C'était un message d'Anna. « J'ai quelque chose à te dire. » Au moment où il s'apprêtait à lui répondre, il a entendu des pas qui arrivaient sur le sentier. Son corps s'est tendu. On ne sait jamais sur qui on peut tomber dans ce genre d'endroit. Ils avaient déjà croisé des types bourrés ou des ados un peu trop bruyants. Mais il s'est détendu en voyant Anna sortir des arbres avec un grand sourire. Il l'a rejointe et l'a enlacée, la soulevant légèrement pour la faire rire. Il l'a reposée et lui a demandé ce qu'elle voulait lui dire. « Je t'aime », elle a répondu en l'embrassant sur la joue. Mais sa voix sonnait étrange, et ses lèvres étaient glacées,
Mathias lui a demandé si elle se sentait malade. Elle a juste haussé les épaules et est allée voir le campement. Il lui a fait un petit tour des lieux, puis s'est mise à préparer le dîner. Il a réchauffé 2 de ses plats de camping préemballés auxquels on ajoute simplement de l'eau chaude. Des pâtes Alfredo, accompagnées d'une bouteille de vin rouge. Ils se sont installés autour du feu pour manger, pendant que Mathias essayait de la faire rire avec ses histoires. Le soleil se couchait et il passait un très bon moment. Il regardait les ombres danser sur elle et les arbres. Il écoutait le ruisseau couler doucement à côté. Quand elle a dit qu'elle avait froid, il lui a proposé d'aller se réchauffer dans la tente pendant qu'il préparait le dîner. Elle est entrée dans la tente, non sans lui lancer un sourire, et un autre baiser glacial. Là, Mathias a commencé à s'inquiéter. Il s'est demandé si elle couvait quelque chose, mais il n'a pas voulu insister. En rangeant leur dîner, il a remarqué qu'Anna n'avait même pas touché à son assiette, posée à côté du feu. Il a aussi vu son verre de vin renversé sur l'herbe. Ce n'était pas du tout son genre. Elle adorait manger, et ce vin-là, c'était son préféré. De plus en plus inquiet, il est entré dans la tente pour lui demander si elle se sentait bien, et lui proposer de quitter le campement pour aller passer la nuit dans un motel. Il a ouvert la fermeture éclair et s'est penché à l'intérieur. Anna dormait profondément dans son sac de couchage. Il a hésité à la réveiller, mais elle avait l'air tellement détendue qu'il n'a pas voulu la déranger. Il est retourné dehors, a fini de tout ranger, éteint le feu, puis s'est glissé dans son propre sac de couchage. Il avait un peu trop bu, et il s'est endormi rapidement. Le matin est arrivé, remplissant la tente d'une lumière douce, accompagnée du chant des oiseaux. Anna dormait encore, alors Mathias s'est levé pour préparer le petit déjeuner. 15 minutes plus tard, il admirait son œuvre. Autant qu'on puisse admirer des œufs brouillés un peu trop liquides sortis d'un sachet. Il a passé la tête dans la tente pour prévenir Anna que le petit-déj était prêt. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Anna n'était plus là. Il avait du mal à croire qu'elle ait pu sortir de la tente sans qu'il la voie. Mais peut-être qu'il avait eu le dos tourné. Il a attendu un peu, pensant qu'elle était simplement allée faire ses besoins. 15 minutes sont passées, et l'angoisse est montée. Il a commencé à appeler son prénom depuis la limite du campement. Pas de réponse. Il est allé jusqu'au sentier, appelant Anna en montant et en descendant le chemin. Toujours rien. De retour à la tente, il a fouillé à l'intérieur. Vide. Il a cherché ses affaires, mais il s'est rendu compte qu'elle n'en avait amené aucune. Même pas son téléphone, alors qu'elle avait toujours l'habitude de l'avoir avec elle, surtout avec sa grand-mère malade. C'est là qu'il a pris son propre téléphone pour lui envoyer un message. Il n'avait aucun réseau. Il a alors marché jusqu'à la camionnette, un peu plus haut sur le sentier, où il savait qu'il allait capter. Et là, les messages ont commencé à affluer. Tous venaient d'Anna. Les mains de Mathias se sont mises à trembler à mesure qu'il lisait. « J'ai quelque chose à te dire. » C'était le message qu'il avait vu la veille. Seulement, il y avait une suite. « C'est une mauvaise nouvelle. Ma grand-mère vient de mourir. Tu es là? Tu peux me retrouver chez elle dès que tu peux? Je ne peux pas aller camper ce soir, je suis désolée. On devrait remettre ça à plus tard. T'es où? Très bien, je serai chez ma sœur ce soir. Appelle-moi quand tu peux. » Sa main tremblait tellement qu'il a laissé tomber son téléphone. Son esprit s'est mis à tourner à une telle vitesse qu'il a eu du mal à rester debout. Il a couru jusqu'au campement. Aucun signe d'Anna, ni de personne. Il a vérifié la tente. Le sac de couchage était clairement utilisé. Il a même fouillé le sac poubelle. Il y avait bien 2 assiettes. L'une d'elles était encore pleine. Il est retourné à la camionnette et a envoyé un message à Anna. Il ne voulait pas l'appeler, sa voix aurait tremblé. Il lui a écrit qu'il avait été très malade dans la nuit, qu'il n'avait pas pu répondre et qu'il était vraiment désolé pour sa grand-mère. Elle lui a répondu qu'elle allait bien et qu'il se verrait plus tard dans la journée. Mathias est retourné au campement, hébété. Son esprit refusait de fonctionner. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé. D'abord, il a cru qu'il devenait fou, qu'il avait eu un épisode psychotique. Mais le sac de couchage utilisé, l'assiette encore pleine, tout ça contredisait cette idée. Il s'est demandé qui ou quoi avait passé la nuit avec lui. Quelqu'un ou quelque chose qui ressemblait à Anna, sans l'être. Un fantôme? Un double? Un être capable de prendre forme humaine? Ou juste une blague sinistre? Mathias a plié le campement avec difficulté. Il avait l'estomac noué, les jambes flageolantes. Il a cru qu'il allait vomir. Une fois rentré chez lui, il a envoyé un message à Anna. Il lui a dit qu'il était encore malade et qu'il ne voulait pas lui refiler quoi que ce soit. Il l'a revu quelques jours plus tard, lors des funérailles de sa grand-mère. Il a masqué son anxiété sous une couche de chagrin et de compassion. Et pour ne pas passer pour un fou, il n'a jamais raconté cette histoire à personne. Anna et lui sont aujourd'hui mariés, heureux. Il ne lui a jamais parlé de ce qui s'était passé. Il ne campe plus jamais dans ces bois. Ils ont trouvé un endroit bien plus agréable, et il l'espère, plus sûr. Mais Mathias repense souvent à cette nuit-là. Il rejoue chaque scène dans sa tête, cherchant des indices, une explication. Il n'en a jamais trouvé.
Il sait seulement une chose. Il a passé la nuit avec quelqu'un, ou quelque chose, qui n'était pas sa petite amie.